Vous allez bien? Ça fait plaisir de vous voir en tout cas pour ce cabinet public. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui découvrent les cabinets publics? Oui. Ah bah super, très bien. Une petite moitié on dirait. Bon, je repose un petit peu le contexte. Donc on va parler d'hypnose. Déjà ça tout le monde était au courant, c'est bon? Oui. Vous allez rentrer en hypnose. Est-ce que vous étiez au courant aussi ou pas? Ah, il y en a qui... Non. Mais rassurez-vous, tout va bien se passer. Il y a encore quelques personnes qui sont en train d'arriver. En tout cas, le but de ces cabinets publics, c'est pas seulement de parler d'hypnose, mais c'est d'en faire aussi, parce que tout simplement, c'est quand même beaucoup plus ludique et plus intéressant de partir de quelque chose qui est concret, qui est réel. Si on fait une conférence sur l'hypnose, ben, on peut ne pas du tout savoir à quoi ça va ressembler. Par contre, si on commence à vivre de l'hypnose, à montrer un petit peu comment ça fonctionne, ça donne l'occasion à la fois d'expliquer certaines choses, mais aussi de tester pour ceux qui auront envie. Et puis on va même peut-être faire des petites expériences avec tous ceux qui le souhaitent, en tout cas un peu plus collectives, pour aller un peu plus loin. Il y a des places par là, je crois, il me semble. Bienvenue. C'est vrai qu'à chaque fois, les cabinets publics, c'est à la fois pour vous qui êtes dans la salle, mais aussi avec notre chaîne YouTube, il y a pas mal d'extraits qui sont partagés à chaque fois. Quand on n'a pas de problème technique en tout cas, donc on espère que ce sera le cas pour aujourd'hui. J'imagine que c'est comme ça que vous avez connu ces événements, parce que tout simplement, on est ici dans les locaux d'une école qui s'appelle l'Arche et qui est une école d'hypnose où on enseigne l'hypnose à des professionnels de l'accompagnement. Donc c'est vraiment de l'hypnose d'accompagnement, pas juste de l'hypnose ludique par exemple. Et l'idée dans ces cabinets publics, c'est de parler quelquefois un peu plus d'hypnose, quelquefois un peu plus d'accompagnement, parfois un petit peu des deux. Et ces derniers cabinets publics, j'étais plutôt vraiment sur l'accompagnement presque thérapeutique. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient toujours, mais en tout cas celui qui nous aide à aller vers des changements. Et pour ce soir, j'avais envie de revenir un petit peu vers des choses un peu plus techniques. Je ne sais pas si ça vous tente d'aller un peu vers la technique de l'hypnose. Oui. C'est toujours intéressant de décoder un petit peu, de démystifier un petit peu. Un des premiers livres qui a permis de comprendre ça, en tout cas en langue française, avait été nommé Derrière la magie, avec cette idée qu'il y avait toujours un côté un peu magique de ces techniques d'hypnose. Alors c'est aussi un livre qui était centré sur ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, mais il y a une filiation entre les deux. Et pour les auteurs, en tout cas même les auteurs américains qui sont à l'origine de tout ça, avaient publié un livre, un premier livre fondateur de ces techniques-là qui s'appelait Structure of Magic, qui était vraiment l'essence de ce qui semblait magique quelquefois dans l'accompagnement thérapeutique, mais avec l'idée que c'est un peu comme tout art, quand on vient le décortiquer, ce côté magique, il est à la fois plus et plus du tout. C'est-à-dire, il est encore plus parce que c'est un peu comme quand on apprend le violon, on trouve que c'est encore plus magique de voir quelqu'un qui joue très bien du violon, parce qu'on voit tout le travail qu'il y a derrière, donc il y a ce côté-là. Et en même temps, on s'aperçoit que c'est que du travail, et que si on y passe quelques milliers d'heures, on y arrivera. Et c'est pareil avec l'hypnose. Quand on voit de l'hypnose pour la première fois, il y a un côté magique. Et quand on apprend l'hypnose, à la fois on comprend encore mieux ce qu'on voit, donc ça paraît parfois encore un peu plus magique parce que simplement il y a la fluidité de la technique, et en même temps on s'aperçoit qu'on peut tout décortiquer et que c'est extrêmement rationnel, extrêmement limpide, et ça devient peut-être encore plus intéressant parce que je trouve, en tout cas moi c'est ce qui me passionne dans l'hypnose, c'est qu'en fait ça nous parle vraiment de notre fonctionnement humain, l'hypnose. Et comme l'hypnose, au fil de son histoire, a été teintée de mythes, de croyances, etc., mais que dans notre époque moderne, on peut en faire un objet tout à fait facile à étudier, à comprendre et à transmettre, on a l'impression qu'on est un petit peu entre deux mondes avec l'hypnose, entre le monde scientifique, avec toute la rigueur que ça amène d'un côté, donc principalement du côté psychologie cognitive, et puis d'un autre côté, on est dans un monde qui est un peu artistique, avec quelque chose qui est une sorte de voyage intérieur, à mi-chemin entre l'art du conteur, de la poésie, de l'acteur, avec quelque chose qui va nous entraîner dans un monde imaginaire. Mais vous savez, il y a une question qui revient quasiment toujours, en tout cas pour les gens qui ne connaissent pas l'hypnose, donc peut-être pas pour une partie d'entre vous, mais je pense pour une majorité de la population. La première question c'est, mais est-ce que je peux vivre une séance d'hypnose? Alors les gens le disent même un peu différemment, ils disent, est-ce que je suis hypnotisable? Et vous connaissez peut-être des gens qui pensent ne pas être hypnotisables. Ouais, en général, c'est les plus hypnotisables. Parce que en gros, l'idée elle est simple, hein, c'est avoir une croyance sur un sujet qu'on ne connaît pas, veut dire en général qu'on est très très facilement susceptible à la suggestion. Parce qu'en général, quelqu'un qui pense ne pas être hypnotisable, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qu'est l'hypnose, donc il a un avis sur un truc qu'il ne connaît pas. Oui, c'est déjà un peu bizarre, non? Vous avez des avis sur les trucs que vous ne connaissez pas, vous? Par exemple, si je vous parle de physique nucléaire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dira j'y crois pas? En général, on se dira je crois que je ne connais pas le domaine. Mais on n'osera pas dire je ne suis pas d'accord avec ta thèse en fait, on va avoir plus de mal à discuter. Mais l'hypnose, des gens même qui ne connaissent pas du tout ont un avis sur la question, c'est assez particulier. En général, ils ont même un avis assez ferme sur la question.
Bon, je pense à ça parce que tout à l'heure, j'écrivais un petit truc comme ça pour un site internet. Il y avait la question de poser cette question aux gens. Êtes-vous hypnotisable? Avec évidemment le fait que oui, tout le monde l'est, parce que c'est une faculté normale, mais tout le monde n'est pas de la même façon, puisque ben, comme tout domaine humain, on n'a pas exactement tous les mêmes fonctionnements. Oui, c'est un petit peu comme si on disait, est-ce qu'on est tous artistes? Bah, oui, on est tous potentiellement artistes. Il y a des gens pour qui c'est une évidence, et puis il y a des gens pour qui ça va demander peut-être un petit peu de travail. Mais tout le monde peut développer des capacités artistiques, non? Moi, je pense qu'on peut tomber sur des gens qui ont la croyance que ça leur est impossible. Mais on sait très bien que c'est une croyance. Il n'y a qu'une personne qui pense que c'est impossible. Si elle prend des cours de dessin pendant 2 ans, elle va faire des jolis dessins quand même, non? On s'en doute. Ou quelqu'un qui pense être complètement pas à l'aise avec la musique, bah, s'il prend des cours de guitare pendant 2 ans, il va sans doute finir par jouer des trucs plutôt bien, non? Vous imaginez quelqu'un qui serait vraiment résistant à la musique, au point de même pas pouvoir jouer un petit morceau un peu sympa avec un instrument. On se dirait que c'est pas possible, non? Ou on se dirait, bon, bah, la personne n'y met vraiment pas du sien, ou alors vraiment, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il y a peut-être qu'il y a une pathologie, peut-être qu'il y a, ou peut-être un tel manque de confiance en soi que la personne n'ose même pas, ça peut arriver. Mais on se doute qu'avec un peu de bonne volonté, la personne va y arriver. Et c'est un peu pareil pour l'hypnose. La question qu'on pourrait se poser, c'est quelles sont les aptitudes qui peuvent être des bons prédicteurs de la facilité avec laquelle on va rentrer en hypnose? Parce que ça, il y en a par contre. Ça a même été assez étudié. Il y a des capacités qui sont souvent des bons indices de quelqu'un qui va pouvoir être à l'aise très vite avec l'hypnose, et bah, des choses qui montrent qu'une personne va devoir avoir peut-être un entraînement un tout petit peu plus long pour vraiment vivre des expériences un peu plus fortes. Parce qu'autant tout le monde arrive facilement à vivre des expériences hypnotiques légères, voire un peu plus, autant pour vivre des expériences d'hypnose profondes, bah, il y a des gens, ils y arrivent assez facilement, et pour d'autres, ça demande un peu d'entraînement. Par exemple, je ne sais pas moi, un sentiment de décorporation, oui, ça demande souvent une hypnose assez profonde. Par exemple, quelqu'un qui a l'impression de ne plus avoir de corps, ce n'est pas un effet léger d'hypnose. C'est un effet qui, bah là, il y a des gens, parfois, il leur faudra 2-3 heures d'entraînement avant d'atteindre un effet comme celui-là. Sauf qu'en cabinet de consultation, on a rarement 2-3 heures pour entraîner quelqu'un. Heureusement, on n'a pas besoin d'amener des sentiments de décorporation aux gens tous les jours. Mais vous voyez, il faudrait un peu d'entraînement pour ça. Par contre, pour avoir un petit effet hypnotique, par exemple, le corps qui bouge tout seul, bon, bah 90% des gens vont y arriver à peu près du premier coup. Puis pour les 10 autres pourcents, peut-être qu'il faudra 20 minutes, une demi-heure d'entraînement, mais tout le monde va y arriver assez facilement. Donc il y a des effets qui sont très accessibles, puis d'autres qui demandent un peu plus d'entraînement. Et parmi les choses qui sont un peu des prédicteurs, justement, de notre capacité à vivre facilement des états d'hypnose, il y a quelques questions qu'on pourrait se poser. Je voulais faire un petit sondage par rapport à ça. Ça vous tente? Oui. Par exemple, une des capacités qui va aider les gens à entrer en transe, c'est la capacité à changer de point de vue. Par exemple, à adopter le point de vue de quelqu'un d'autre. Ce qui est une forme d'empathie, hein, quelque part. Par exemple, quand quelqu'un vous parle d'une situation, est-ce que vous avez la capacité à regarder la situation depuis son point de vue, ou est-ce que vous avez du mal à regarder la situation de son point de vue? J'aimerais juste savoir comme ça, qui est plutôt à l'aise avec le fait d'adopter le point de vue de quelqu'un d'autre? Levez la main. Bon, vous êtes un public génial. Hein. Ou alors il y en a qui trichent. Mais bon, je pense que vous êtes un peu plus nombreux que la moyenne. En fait, il y a quand même des gens dans la vie qui ont beaucoup de mal à trouver le point de vue de quelqu'un d'autre. Je pourrais poser une autre question d'empathie. Hein. Quand quelqu'un a une émotion, est-ce que vous ressentez cette émotion légèrement, presque autant que la personne, ou pas du tout? Et bien, les gens qui ont très peu d'empathie, souvent, ils ont un peu plus de mal à rentrer en hypnose. Les gens qui sont très empathiques sont souvent très à l'aise avec l'hypnose. Donc c'est un autre prédicteur. Bref. Troisième chose, c'est la capacité d'absorption. Est-ce que ça vous arrive régulièrement, quand vous lisez un film, quand vous lisez un livre plutôt, ou quand vous regardez un film, je vais remettre les choses dans le bon ordre au fur et à mesure, d'avoir une très grande absorption? Alors on va dire, très grande absorption, ça serait, j'oublie le temps, je peux rester 1 heure en train de lire ou de regarder le film en ayant vraiment oublié un peu le monde autour de moi, je ressens les émotions des personnages, voire même, j'ai l'impression que ces personnages sont presque vivants à un moment donné, parce que je m'attache un peu à eux. Qui ressent ça régulièrement? Ah ouais, mais j'ai vraiment beaucoup de chance. Qui se dit, moi, ça m'arrive, mais c'est pas si souvent que ça. Il faut vraiment que le film soit bon, il faut vraiment que ce soit un super livre. Ok. Parce qu'il y en a qui vivent ça, mais avec des films très moyens. Même c'est moyen, mais oh, c'est génial. Qui ne ressent jamais ça? C'est-à-dire, c'est vraiment exceptionnel ou très très rare de ressentir des choses comme ça. Personne? Oh, bah, vous êtes un super public. Parce que là aussi, hein, allez, on va dire que c'est peut-être 10-15% des gens qui ont vraiment beaucoup de mal à ressentir ça. Il y a des gens, ils ont beaucoup de mal à rentrer dans un livre. Même s'ils l'aiment, ils vont avoir du mal à lire plus de 10 minutes, ça devient très compliqué. Puis à notre époque moderne, les capacités d'attention sont en plus pas si soutenues que ça.
Donc ça serait un autre moyen de savoir si une personne va être assez à l'aise ou pas avec l'hypnose. Un autre moyen, c'est notre capacité à imaginer. Parce qu'en fait, la ressource, le moteur de l'hypnose, c'est l'imagination. C'est l'essence pour avancer, quoi, grosso modo, en plus écologique. Mais il y a des gens qui ont une imagination qui est très développée sur tous les sens internes, c'est-à-dire la capacité à faire de l'image, la capacité à entendre des sons, et la capacité à ressentir des émotions, des goûts, des odeurs. On va dire que ça, c'est vraiment les gens qui sont très à l'aise avec l'imagination. Il y a des gens pour qui il y a un sens qui est très développé, mais les autres un peu moins. Il y a, par exemple, ils sont très visuels, mais entendre des sons, ressentir des choses un peu moins. Ou ils ressentent facilement des choses, mais voir des images ou entendre des sons à l'intérieur d'eux, c'est un peu moins facile. Puis il y a des gens pour qui les trois sont difficiles, les trois demandent un certain effort. Pour qui est-ce que les trois demandent un certain effort? Qui a au moins un sens qui est vraiment très développé? Ouais, une bonne moitié. Qui se dit, moi, les trois sens, je suis très à l'aise, j'ai les trois, ça marche très bien. Super, un petit peu moins que ouais, un petit tiers, on va dire. Ok. Ben, alors, vous êtes un super public, encore une fois, parce que de la même façon, alors il faudrait vraiment tester, hein, parce que parfois on s'emballe un peu, on se dit, moi j'ai les trois sens, et puis si on dit à quelqu'un, je sais pas, entends du Mozart jouer à la flûte avec quelqu'un qui chante derrière, est-ce que tu y arrives? Les gens disent, ah, ça demande quand même un certain effort d'entendre vraiment du Mozart à la flûte précisément, avec, mais bon, on va tous avoir quand même une capacité d'entendre, hein, elle est juste plus ou moins développée. On va avoir tous une capacité de visualiser, même s'il y a 2-3% de la population qui n'a vraiment pas d'image, ça c'est quand même assez rare. Mais pour la plupart des gens, en tout cas, il y a un peu d'images. Alors, est-ce qu'il y a des images extrêmement précises et détaillées? Ou est-ce que ce sont des images un peu fugaces? Mais dans tous les cas, en tout cas, il y a l'image à l'intérieur. Bon, tout ça, c'est des façons de prédire un peu si une personne va tout de suite être à l'aise avec les techniques ou pas. Et donc, je vous annonce que là, vous êtes un public plutôt à l'aise avec l'hypnose. Donc, c'est super pour ce qu'on va faire ce soir. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que je précise un petit peu ça. Mais je crois que si on demande à quelqu'un dans la rue, à ton avis, qu'est-ce qui va être un bon prédicateur de tes capacités à rentrer en hypnose, les gens ne vont pas du tout penser à ce que je viens de vous dire. Enfin, je crois pas. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire ah ben moi, quand on me demande de faire des choses, j'ai pas envie de les faire. Donc je suis pas sûr. Alors que en fait, ça n'a rien à voir avec l'hypnose, ça, pour le coup. D'autant qu'en séance, on demande rarement aux gens de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Il n'y a qu'en spectacle et encore. Et encore, ils jouent un peu sur l'ambiguïté souvent que je dis que j'ai pas envie, mais j'ai un peu envie. Il y a toujours des gens qui ont envie de se mettre à poil devant tout le monde dans un spectacle, mais il faut les repérer, quoi, grosso modo. Et puis parfois, c'est même un fantasme que l'hypnose leur permet d'avoir l'autorisation de dire que c'était pas eux. C'est un peu comme l'alcool, vous savez, là, sur ce truc-là. Bon, il y en aurait d'autres, hein, mais je vous donne un petit peu les principaux, comme ça. On va faire des petites expériences entre nous. Ce que j'aimerais, c'est vous proposer plusieurs expériences. Il y en a qu'on va faire un peu en collectif, il y en a qu'on va faire un peu plus en individuel, pour vous montrer comment on accompagne quelqu'un dans la modification de son état de conscience. Vous allez voir que c'est assez simple. Le premier principe que j'aimerais vous expliquer, c'est que on a des manières un peu différentes d'entendre ce qu'on appelle des suggestions. Il y a plein de manières de suggérer quelque chose dans la vie. La suggestion, la plus basique, c'est ce qu'on appelle la demande. C'est-à-dire, si je te demande de faire quelque chose, eh bien, tu vas le faire ou non selon ta capacité à le faire ou non. A priori, si je te demande de fermer les yeux, tu vas le faire, parce que c'est très simple. Si je te demande de te concentrer, c'est un peu moins sûr parce que je ne sais pas si tu es capable de te concentrer sur commande. Et j'ai une chance sur 2, peut-être, je ne sais pas. Si je te demande d'arrêter tes pensées, là j'ai peut-être une chance sur 10 pour que tu y arrives parce qu'il y a très peu de gens qui savent arrêter leurs pensées. Et si je te demande d'être spontané, j'ai 0 chance pour que tu y arrives parce que c'est un ordre contradictoire. Donc on demande souvent aux gens de faire des choses. Et l'idée c'est de demander aux gens de faire des choses qu'ils savent à peu près faire et qui sont de plus en plus complexes. Donc ça peut être une première technique pour entraîner les gens à faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et je vous propose qu'on teste ça, puis on va faire 2 tests entre nous, 2 tests un petit peu généraux comme ça. Les 2 tests vont vous amener dans des directions un peu différentes. Et ce que j'aimerais savoir à la fin, c'est lesquels ont préféré le premier test, lesquels ont préféré le deuxième test. Il y en a peut-être qui ne vont pas aimer ni l'un ni l'autre. Il y en a peut-être qui vont adorer les deux. 4 possibilités. Je ne sais pas dans laquelle vous allez vous ranger. C'est une expérience collective, je précise juste que s'il y a des gens qui ne veulent pas la faire, c'est tout à fait possible. On ne vous mettra pas dehors si vous ne faites pas l'expérience. Une fois, il y a une personne qui m'a dit j'ai fait semblant parce que je ne voulais pas gêner. Pas obligé de faire semblant, il n'y a pas d'obligation. Mais en même temps, pour vous rassurer, parce qu'il y a peut-être des gens qui se posent des questions sur l'hypnose, ce qu'on va faire là est très doux et très progressif et normalement très agréable. C'est-à-dire que vous allez vous sentir très bien pendant cette expérience. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, pour cette expérience, on va faire quelque chose qui est très simple. Vous allez poser une main devant vous, comme ça,
et vous allez la fixer. Donc sur le genou, sur la cuisse, vous allez fixer, poser votre main et puis la fixer. Et je vais vous demander de vous concentrer sur votre main. Vous vous concentrez sur votre main et vous allez imaginer que la main commence à être attirée vers le visage. Imaginez que la main commence à être attirée vers le visage. Imaginez que la main devient légère. Ressentez de la légèreté dans les doigts et dans la paume. Et ressentez que la main commence à être attirée vers vous. Concentrez-vous sur la sensation de légèreté de cette main et laissez-la grandir et s'amplifier. Vous regardez votre main et elle est comme attirée vers vous. Vous ressentez cet attirant jusqu'à ce que la main commence à être en train de se soulever, de monter. Elle est légère et de plus en plus légère. Vous ressentez cette légèreté. On va continuer, mais ça c'était la version un petit peu avec des demandes. Continuez l'expérience, que la main se soit déjà un peu levée ou pas. Maintenant, je vais vous demander de fonctionner un petit peu différemment. J'aimerais que vous imaginiez une feuille, puisqu'on est à l'automne par exemple, qui commence à être soulevée par le vent. Quand il y a de l'air qui commence à soulever une feuille et qu'elle est si légère cette feuille qu'elle est comme attirée par le courant d'air et qu'elle commence à voler dans les airs. Et c'est comme si votre main devenait cette feuille qui était comme attirée et qui commençait à s'envoler, qui commençait à décoller. Comme un souffle qui vient souffler, comme une plume qui pourrait monter comme ça, attirée par un courant d'air, comme quelque chose d'extrêmement léger qui est comme attiré vers le haut. Et imaginez comme une feuille qui décolle, qui s'envole, qui se soulève, qui commence à voler dans le vent. Parfois, on regarde comme ça quelque chose qui s'élève, comme on pourrait regarder un enfant qui lâche un ballon qui commence à s'élever dans les airs, et avoir la sensation que notre corps se relie à cette sensation de légèreté. Et on pourrait regarder comme ça quelque chose qui s'envole et se demander jusqu'où ça va s'envoler. Et quelle sensation ça amène quand cet envol prend encore un peu plus d'amplitude. Quand ça décolle de plus en plus. Puis comme c'est juste pour l'instant un tout début d'expérience, on va s'arrêter là. Vous allez remettre de l'attention dans votre main de manière un peu plus consciente. Vous allez recommencer à bouger un petit peu la main consciemment. Comme si on coupait un petit peu le flot comme ça de la pensée et de l'imagination. Et je vous ai proposé donc deux façons de vous accompagner. Une façon qui était très directive, je vous ai demandé de faire des choses, et puis une deuxième façon qui était un peu plus métaphorique. Alors on va faire un petit sondage. Déjà, qui a perçu que sa main commençait à bouger pendant l'expérience? Levez la main, tous ceux qui ont eu un mouvement de la main. Je ne vois pas tout le monde, mais on va dire 90% des gens, peut-être un peu plus. Super. Qui a préféré la première version? Qui a eu plus d'effet, on va dire? Pas une question de préféré, mais qui a plus d'effet sur la première version? Ok. Qui a plus d'effet sur la deuxième version? Ah, vous êtes un peu plus nombreux. Ok. Alors c'est intéressant. Souvent, c'est à peu près normal, le résultat qu'on a pour le coup. Les demandes, elles sont très claires, mais au bout d'un moment, ça n'active pas trop notre imagination. On a un truc simple à faire, et même si là, il ne s'agissait pas de faire un truc, mais de laisser faire quelque chose, la demande, souvent, comme elle est simple à comprendre, elle peut avoir assez rapidement de l'effet, mais elle ne va pas aller si loin que ça, parce qu'en fait, on ne se l'approprie pas, quelque part. Et pendant longtemps, avec l'hypnose, on pensait qu'en fait, il y avait des gens qui n'étaient pas hypnotisables parce qu'au bout d'un moment, les demandes ne fonctionnaient plus avec eux. Et il n'y a encore pas si longtemps que ça se compte en dizaines d'années, on ne savait pas faire autre chose que des demandes pour faire de l'hypnose. Donc on demandait aux gens, on disait voilà, détendez-vous, lâchez prise. Et puis si les gens n'y arrivaient pas, on disait bon bah ça ne marche pas. Puis vers le milieu du siècle dernier, il y a un grand psychiatre, Milton Erickson, qui a commencé à développer d'autres techniques en disant bah, peut-être que le problème c'est la demande justement, peut-être qu'il y a des gens avec qui ça ne marche pas très bien. Et il a eu cette hypothèse-là, il disait ben, soit les gens ont beaucoup d'imagination et la demande leur permet quand même d'accéder à leur imagination. Et du coup ça enclenche quelque chose.
Mais si quelqu'un n'est pas tout de suite dans son imagination et qu'on ne fait que des demandes, il peut aussi juste être dans la demande. Et du coup, son imagination ne se développe pas, donc ça n'accroche pas avec ce qui est proposé. Et là, on le voit, en général, quand on fait des tests comme ça, c'est ce qui se passe. On a environ un tiers des gens pour qui ça fonctionne bien, la demande. C'est à peu près ce qui s'est passé là, je n'ai pas compté, mais il y a souvent un peu plus de la moitié des gens avec qui ça marche mieux, l'imagination. Et puis, il y a encore une dernière catégorie de personnes avec qui il faut encore un peu autre chose. Il faudrait ce qu'on appelle de la suggestion indirecte. La suggestion indirecte, c'est une manière de demander, mais de manière un peu cachée. En fait, en gros, il faudrait faire une suggestion, mais sans que la personne s'aperçoive que c'est une suggestion. Je vais vous donner des petits exemples de ça. Mais pour ça, j'aimerais bien qu'une personne puisse venir un petit peu avec moi. On va aller un peu plus loin dans la question de la suggestion. Alors, juste pour cette expérience, je vais prendre plusieurs personnes, de toute façon, sur ces expériences-là. On va enchaîner un petit peu les expériences. J'aimerais bien quelqu'un pour qui, par exemple, ça a été un peu surprenant, peut-être quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de ça, un peu surprenant que sa main commence à bouger, quelqu'un qui est un peu en découverte de ce genre de phénomène, histoire de ne pas avoir quelqu'un qui est trop habitué ou quelqu'un qui connaît un petit peu tout ça. Ouais, c'était assez surprenant, toi je voyais ta main se lever un peu. Parce que en général, ça fonctionne pas trop chez moi. Ah bah super, ok. Comment t'as senti ta main qui commence à bouger? À un moment, j'ai essayé de lutter parce que elle s'est décollée de ma cuisse. Oui. J'ai essayé de lutter pour la reposer. Pourquoi t'as fait ça? Je n'arrivais pas à la reposer. Ça c'est drôle. Alors excuse-moi, je ferai une métaphore, mais c'est pas pour eux. Vous imaginez, ça marche avec l'hypnose. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent « Ah mais ça a commencé à marcher, du coup j'ai lutté contre ». Vous imaginez un type qui va dans un concert, et puis à la fin, il y a le pianiste qui lui dit « Alors, t'as aimé ?»« Oui, j'ai commencé à rentrer dans ton concert, mais j'ai quand même essayé de lutter contre. » On se dit « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Quelle drôle d'idée. Il n'y a qu'avec l'hypnose que les gens ont ce réflexe-là. Vous imaginez, vous allez au théâtre, et puis l'acteur, à la fin, vous dit « Alors, t'as aimé la pièce ?»« Ah oui, mais j'ai essayé de lutter quand même. » Ce serait très étonnant. Mais je comprends, parce que t'es loin d'être le premier qui me dit ça. Mais vous voyez le truc qui est bizarre avec l'hypnose quand même? Il y a un gros malentendu, n'empêche, sur l'hypnose. Pour qu'on puisse penser à un truc comme ça, il y a un truc dans notre société qui cloche quand même un peu, je pense. Pourtant, j'en pratique un peu sur mes patients. Ah oui, non, mais je comprends ce que tu dis. Mais c'est drôle ce réflexe de se dire, si ça marche, il faut que je... Et bon, ça a marché quand même, c'est super. Maintenant, je mets un fusible quand même, c'est parce qu'il y a aussi un truc par rapport à ce que tu dis. Dans une séance d'hypnose, si on le souhaite vraiment, on peut en sortir à n'importe quel moment. On n'est jamais coincé dans une séance d'hypnose. Le spectacle nous a donné cette impression-là parce que ça va très vite. Donc les gens n'ont pas le temps vraiment de prendre le temps de juste penser à sortir. Mais ils pourraient. C'est simplement que pour éviter ça, le code du spectacle, c'est que ça s'enchaîne à une certaine vitesse pour que la personne soit comme sur un rail. Donc elle n'a jamais l'idée de le faire. Mais si elle avait l'idée de le faire, et si elle se l'autorisait, elle pourrait sortir. On n'est jamais bloqué. Se reprendre sa position initiale, je dirais, j'ai mis un peu de temps, elle n'est pas... Mais ça, pas récupérer tout de suite. Parce qu'il n'y avait pas d'urgence en tout cas. Mais s'il y avait une urgence, si par exemple il y avait une alarme incendie, tu serais sans doute levé très vite. En tout cas, c'est des choses qui ont été testées en cas de besoin. Les gens ressortent de l'état d'hypnose assez rapidement. C'est même un problème pour l'anesthésie sous hypnose à l'hôpital, c'est qu'il faut que l'opérateur reste quand même très disponible, même si c'est une opération qui dure des heures, parce qu'il y a un risque, s'il s'en va, pour que la personne se réveille. Faible, parce qu'il n'y a pas de raison, mais c'est pour ça que la présence est importante, et c'est pour ça que c'est une technique qui reste quelquefois un peu complexe. Ça tente de venir 5 minutes? Ouais. Je crois qu'il faut que tu signes une feuille Oui, pas de souci. pour dire qu'à partir de maintenant, ton image nous appartient. Non, c'est juste un droit de diffusion pour... J'étais déjà impressionné par vous, mais... Ah non, non, mais je plaisante. Avec ce que j'avais dit en plus. Non, je plaisante. Bon, on va jouer un petit peu avec les suggestions, puis après, je proposerai à d'autres personnes de venir. Ce qui est beau dans l'hypnose moderne, c'est qu'en fait, on va essayer d'apprendre aux gens à vivre une expérience qui leur est d'habitude inaccessible. Et je pense que c'est très civilisationnel parce que, en fait, en Occident, on est tellement éduqué à la volonté que l'idée de laisser quelque chose se faire, pour beaucoup de gens, il y a une petite lutte contre ça. C'est ça que je pense, vous disiez. Il y a ce côté, ah, si je lâche, peut-être qu'il va m'arriver quelque chose, ou peut-être que c'est pas bien de lâcher. Et du coup, il faut aider les gens à passer au-delà de cette première peur, de cette peur parfois un peu primaire, un peu archaïque, quelquefois, de « mince, j'ai pas envie de lâcher ». Il y a une chose qui change aussi quand on fait une démo comme ça, c'est que là, vous êtes là. Alors, à la fois, ça peut rajouter une contrainte, parce qu'il y a le regard de l'autre. Et en même temps, ça ajoute une sécurité, parce qu'on n'est pas tout seul. En cabinet, quand on est seul avec quelqu'un, l'enjeu est un peu différent. C'est plus facile parce qu'il n'y a pas le regard de l'autre, mais n'empêche que je suis avec quelqu'un que je ne connais pas et qui fait de l'hypnose. Parfois, la première séance, les gens ils sont un peu méfiants comme ça, ils se mettent comme ça, ils font « Vous allez me faire quoi ?» Et là, souvent, on fait « Rien du tout. Ayez confiance. »
Ça, c'est plutôt... assis-toi, assis-toi. Comment tu t'appelles? Karim, Karim, ok. C'est quelle main qui a bougé tout à l'heure? c'est la droite. C'est celle-là? Ouais. Donc là, on a fait une petite expérience collective. Je demandais quelqu'un donc, qui n'était pas forcément habitué à vivre ces phénomènes. Tu disais que toi, ça t'avait surpris de sentir ta main qui se lève un peu. Bah oui, parce que nous, on a suivi une formation le travail où je suis et c'était pas forcément, D'accord. j'étais pas forcément réceptif à tous les coups, quoi. Bah écoute, je suis très heureux en tout cas que tu l'aies vécu comme ça. Très impressionné, moi. Bah, écoute, ça fait plaisir. Moi aussi, tu sais. Depuis le temps que j'ai rencontré Ah, Kevin Fidel, je Eh ben, l'ai écoute, enfin à côté de moi. bienvenue. C'est toi qui me mets en hypnose? Alors, on va faire un petit test, d'accord? D'accord. Parce que je disais, on va prendre cette main-là parce qu'elle est juste plus proche de moi. Et ce que j'aimerais, c'est que tu puisses simplement la poser là, voilà, comme ça. Juste la poser là. Ouais. Et on va faire un petit test, juste pour essayer de comprendre le principe de la suggestion. Tu le connais peut-être, je ne sais pas, mais pour beaucoup de gens, peut-être que ça va être une découverte. Je vais te demander d'imaginer que ta main est attirée vers moi. Donc là, on est dans une demande directe. Ta main est de plus en plus attirée vers moi et tu peux l'imaginer. Ok, ça commence à bouger un petit peu. Maintenant, je vais te demander quelque chose d'un petit peu différent. J'aimerais que tu ne cherches pas à ce que cette vitesse s'amplifie. Ne laisse pas la vitesse de la main s'amplifier trop rapidement. Je voudrais que la main ne soit pas trop rapidement attirée vers moi. Ah oui, c'est une demande contradictoire. Et il ne faudrait surtout pas que la main vienne trop vite vers moi, sinon tu vas rentrer complètement dans l'état d'hypnose. Et les yeux vont se fermer. Puis je vais te demander autre chose. J'aimerais que tu te demandes si la main va venir vers moi plutôt en montant ou en descendant. Et j'aimerais t'imaginer ce qui va se passer quand je vais toucher ta main. Et j'aimerais que tu ne ressentes pas forcément que ta main est reliée à ta tête. Alors tu sens sans doute qu'il y a les doigts qui bougent un petit peu, qu'il y a des tremblements dans la main. Avant d'aller plus loin, je vais remettre ta main un petit peu à l'endroit de départ. Et puis, on va parler un petit peu de ces suggestions-là. Je teste plusieurs suggestions, parce que j'ai envie de voir en fait qu'est-ce qui se passe avec les différents types de suggestions que je peux lui faire. Il y en a plein, je ne vais pas les prendre toutes, c'est simplement pour vous expliquer un petit peu la technique d'hypnose. La première, elle est assez simple, je vais commencer par celle-là parce qu'on la comprend très vite, c'est la négation. En fait, je vous demande de ne pas faire quelque chose, mais c'est comme si je vous disais ne pensez pas à votre pied gauche. Vous pensez forcément à votre pied gauche, non? Si je vous dis ne vous concentrez pas sur votre respiration, c'est terrible, parce que vous allez avoir envie de le faire. Et vous voyez, on va avoir des petits jeux comme ça, des petits jeux de langage en hypnose qui sont peut-être un peu plus élaborés que ça. Là, je l'ai fait de manière assez simple. Mais si par exemple, je te dis, ne cherche pas à ressentir ta main qui est attirée vers moi. Bah, forcément, il se passe quelque chose. Parce que ne pas chercher à ressentir quelque chose, c'est le ressentir. J'aimerais que tu ne penses pas à ce qui peut se passer si la main va de plus en plus rapidement dans ma direction. Et j'aimerais que tu ne cherches pas à laisser tes yeux s'engourdir progressivement. C'est terrible ces phrases-là, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'en fait, on se dit, mais attends, qu'est-ce que je dois faire du coup? Alors là, en plus, je l'explique, donc ça change un peu le truc. Mais même en l'expliquant, c'est assez bizarre. Ne cherche pas à ressentir comment ta main est déjà en train de bouger de plus en plus. J'aimerais que tu ne conscientises pas que ta tête penche sur le côté. Alors pourquoi on fait ça? Parce que ça détourne l'attention. Là, je vous l'explique. Mais normalement, imaginons qu'une personne, par exemple, soit un peu tendue. Vous voyez bien que si je dis détends-toi, ça ne marche pas. Par contre, si je dis ne cherche pas à te détendre trop vite, bah souvent la personne, d'un côté, c'est rassurant. Il dit, oh, c'est bien parce que je suis tendu. Donc c'est gentil de ne pas me demander de me détendre, quoi, grosso modo. Merci, merci. Et en même temps, ça l'oblige à se poser la question. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il faudrait que je me détende trop vite? Et qu'est-ce qui se passerait si je me détendais trop vite? Enfin, ça cogite derrière. Et comme ça cogite, ça finit par laisser passer la bonne suggestion. Celle qui est, en apparence, à l'inverse de ce qu'on a dit.
Autre forme de suggestion, c'est ce qu'on appelle le présupposé. C'est ce que j'ai testé quand je disais, mais ta main, quand elle se rapproche de moi, est-ce qu'elle a plutôt tendance à monter ou à descendre? En fait, c'est une question qui serait sans doute pas posée avant que je la pose. Et les deux réponses sont intéressantes. Parce que dans les deux réponses, ça présuppose que la main continue à se rapprocher de moi. Mais qu'elle descende ou qu'elle monte, moi, ça change absolument rien. Donc je lui donne un faux choix, quelquefois, un choix illusoire. Et est-ce que cette main va se rapprocher en laissant les doigts bouger de plus en plus? Ou est-ce que tu n'en auras pas conscience? C'est une phrase encore plus bizarre, non? Et qu'est-ce qui se passerait si tu n'avais pas conscience des doigts qui bougeaient de plus en plus? Ça fume là-haut. Ça fume là-haut. Mais c'est vraiment le but. Imagine maintenant qu'il y a une sorte de sensation de très fort engourdissement dans cette main. Un engourdissement qui est tellement fort que tu te demandais jusqu'où cet engourdissement va se créer et jusqu'où il va s'amplifier. Et ça peut être très agréable de ressentir un engourdissement. Et ce qui est drôle, c'est que je vais approcher cette main de l'autre main et l'engourdissement va se transmettre à l'autre main. Quand cette main va toucher la main, l'engourdissement va passer d'une main à l'autre, comme ça. Et ce qui fait que l'autre main va commencer à se soulever aussi toute seule, comme si elle était hypnotisée par la première, comme si la première, quand je la soulève, comme ça, elle attirait l'autre vers le haut. Et ça peut être assez étrange, comme une sorte d'aimant à main. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ça fait un petit moment que je l'entraîne en fait. Et au fur et à mesure que je l'entraîne, chaque suggestion va un peu plus loin. Et du coup, je suis en train de lui apprendre à vivre ses expériences. Et si on continue comme ça pendant une demi-heure, on pourrait faire des choses beaucoup plus folles encore. C'est simplement un apprentissage qui est en train de se créer. Parce que la chose la plus importante avec l'hypnose, c'est qu'on a très longtemps pensé que les gens étaient à l'aise ou pas à l'aise avec la technique, alors qu'en fait, tout le monde s'entraîne. Et que si on fait 10 minutes d'hypnose avec quelqu'un, il y a une forte disparité. Si on passe 2 heures avec tout le monde, il n'y a plus de forte disparité, tout le monde arrive à peu près aux mêmes effets. Parce que c'est juste une question de temps et d'entraînement. Et dans une séance d'hypnose, on fait rentrer les gens en transe, on les ressort, on les fait re-rentrer, on les ressort. Et on va imaginer que dans cette main, il y a quelque chose qui chatouille un peu. Le bout des doigts. Le bout des doigts. Et si ce chatouillis commence à s'amplifier un petit peu, ça commence à devenir assez étrange. Très agréable en même temps. C'est pas désagréable, mais c'est surprenant. C'est surprenant. Et puis on va faire une dernière chose. On va mettre une sensation de très grand bien-être dans cette main. Vraiment la plus belle émotion que tu pourrais imaginer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher cette main de ton visage. Et au moment où elle va toucher ton visage, tu vas vivre cette émotion. Et tu vas pouvoir la vivre pendant toute la soirée. Tu vas te sentir juste magnifiquement bien pendant toute la fin de la soirée. Il y a juste une très belle émotion de bien-être. Et quand elle touche le visage, c'est à la limite de l'extase. C'est vraiment la sensation qu'on aime avoir quand on est super bien. Quand on est juste bien et heureux. Quand on est simplement en train de passer un très beau moment. Et tu vas te sentir tellement bien ce soir. Toutes les sensations du corps peuvent être extrêmement agréables. Très belles à vivre et très agréables. Je vais reposer la main. Et l'expérience hypnotique va se terminer tout doucement. Tu vas récupérer les 2 mains. Tout le corps, mais rester dans cette sensation très agréable. J'ai pas envie de bouger. Comment ça va? Bien. Bien, ça a l'air. Super bien. Tu as un regard Super qui bien. est hyper beau. Hein, super bien. Franchement, Est-ce que tu as récupéré les 2 mains? ça va. Un peu, encore un petit Un peu. petit peu. Ouais, un petit peu engourdissement au bout des doigts, mais. Bon, tu vas voir en plus, comme tu es au premier rang, souvent tu repars avec les autres. En fait, c'est. Merci La Kevin. transe se transmet. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Karim. Bon, ça a l'air sympa, non? Parce que c'est un des trucs que j'aime le plus, c'est faire découvrir aux gens les états d'hypnose. En plus, c'est intéressant, quelqu'un qui dit qu'il a appris des techniques, mais qu'il ne les a pas forcément vécues. Moi, je trouve ça super, parce que c'est vrai que quand on apprend, même des choses de base hein, sur l'hypnose, c'est hyper agréable de les vivre, je trouve. Et, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui rend vivante l'hypnose, c'est qu'on va pouvoir traverser dans son corps aussi ces sensations-là, et du coup, peut-être encore mieux les expliquer aux autres. C'est pas indispensable, mais c'est quand même plus aidant d'être passé par ce vécu-là. Et puis ce qui est intéressant aussi, quand on est un petit peu dans un système comme ça, je vous disais, d'entraînement à la transe, c'est-à-dire voilà, on habitue les gens à rentrer un peu, à vivre une expérience, à en ressortir, à sentir comment la suggestion agit en eux. Et bien en fait, au bout d'un moment, quand quelqu'un est rentré dans cette expérience-là, et on commençait à le voir là, et bien toutes les suggestions vont s'activer. En fait, le plus important, c'est la porte d'entrée.
Et là, on l'a vu, donc j'en prends un petit peu ça, hein, ce qu'on appelle les suggestions indirectes. Donc là, je parlais des négations et puis des présupposés. Des présupposés, c'est souvent un petit peu des faux choix. Il n'y a pas que ça, mais c'est une des façons les plus simples de faire. On va dire à quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, à ton avis, est-ce que tu vas plutôt rentrer en hypnose du côté droit ou du côté gauche? Du côté droit. Qu'est-ce que tu ressens du côté droit? Ça penche. C'est marrant comme question, parce qu'on ne se pose pas la question avant. Mais une fois qu'on nous pose la question, on a envie d'y répondre. Du coup, on scanne un peu, puis on dit, ah bah, du côté droit, c'est en train de pencher. Tu as déjà vécu beaucoup d'expériences d'hypnose? Jamais. Jamais? Ça te tente d'aller plus loin? Oui. C'est vraiment au hasard, merci d'être volontaire. Il semble que tu es derrière Karine, donc je te regarde à ce moment-là. Mais... Bah écoute, viens si tu veux. On continue l'expérience ensemble? Je te laisse aller mettre un petit micro et... ouais, on va continuer à parler un petit peu de ça, de la technique d'hypnose. La suggestion est importante parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe avec les suggestions indirectes? Je vous disais, il y a d'autres types, là je vous donne juste quelques exemples. Mais en fait, on oblige la personne à s'engager. Par exemple, une question comme ça, est-ce que ça commence à droite ou à gauche, est beaucoup plus engageante que dire à quelqu'un, à ton avis, est-ce que tu ressens quelque chose, par exemple? C'est une très mauvaise question en hypnose. Est-ce que tu ressens quelque chose? Souvent, les gens vont dire non, parce qu'ils ne vont pas chercher. La question, c'est ce qu'on appelle une question fermée, ça n'engage aucune recherche particulière. Est-ce que tu ressens plutôt ta main droite ou ta main gauche? Ça m'oblige à me poser la question. Puis pour répondre, je suis obligé de trouver une réponse. Donc je vais essayer de scanner un peu ce qui se passe et me dire, tiens, maintenant que tu me poses la question, je sens plus ma main gauche. Et du coup, la personne s'engage et elle ouvre la porte à quelque chose. Donc c'est ça aussi l'art de la suggestion, c'est d'engager l'imaginaire de l'autre, de faire en sorte que quelque chose s'ouvre dans son imaginaire et que la personne participe. Parce que contrairement à ce qu'on pense, l'hypnose, ça se co-construit. Ce n'est pas juste l'hypnotiseur qui construit pour l'autre. Si on est les seuls à faire quelque chose, il ne va rien se passer pour l'autre. Le vrai terrain, c'est l'autre. Donc il faut trouver la manière d'engager la personne dans l'expérience. Et si ça commence, eh bien ensuite, c'est assez facile, on déroule quelque part le fil. Alors, on va faire une expérience ensemble. J'attends juste... encore installation de micro. On va tester d'autres formes de suggestions, et puis surtout d'autres mécanismes qu'on peut créer comme ça assez facilement avec l'hypnose. Là, on n'est pas directement dans une hypnose thérapeutique, mais on le voit tout à l'heure à la fin de la démonstration, qu'en fait, on peut déjà, par exemple, suggérer un état agréable. C'est plutôt sympathique, non? Surtout qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on peut le refaire une deuxième fois en 2 minutes. Là, ça pourrait être super sympa. Vous imaginez des familles comme ça où tout le monde s'hypnotise le matin. Comment tu vas toi aujourd'hui? Ah, pas très bien dormi. Ok, ça te tente de l'énergie? Regarde ta main. Ça pourrait être drôle comme ça. Mais en même temps, qu'est-ce que font les gens? Ils disent, bah tu veux un café? Oh, c'est moins bien, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, tant qu'à faire couler un café à quelqu'un, autant le mettre en transe. C'est une déformation professionnelle de dire ça, mais vous voyez un petit peu l'idée. Comment tu t'appelles? Sophie. Sophie, d'accord. Enchantée. Ben, enchanté, Sophie. Donc oui, merci de t'être pas désignée, mais d'avoir accepté. C'est ça. On va se mettre debout, Sophie, ça te tente? Oui. On va essayer de rester juste là pour les caméras, d'être bien dans l'angle. J'enlève juste le siège au cas où tu tombes. Bien rassurant. Ah oui, c'est très rassurant. Je retiens bien les gens, j'ai des bons réflexes la plupart du temps. Tu vas te mettre un peu comme ça, voilà, super. Écoute, c'est parfait. Est-ce que je peux juste appuyer sur tes épaules comme ça? Oui. D'accord. C'est simplement pour te retenir. Ce que je vais te demander, Sophie, ça va être de fermer les yeux. Et j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu es plutôt attiré vers l'avant ou vers l'arrière quand tu commences à te laisser aller? Vers l'arrière. Vers l'arrière, oui. J'aimerais que tu ne cherches pas à amplifier la sensation d'être attiré vers l'arrière tout de suite. Et si tu remarques que tu es attiré vers l'arrière, est-ce que ça va plutôt vers la droite ou vers la gauche, vers l'arrière? Gauche. Vers la gauche. Alors, concentre-toi sur la manière dont ça va de plus en plus vers la gauche quand à chaque respiration, tu es un peu plus attiré vers l'arrière. Et je me demande à quel moment tu vas basculer. Parfois, ça s'amplifie très vite, non? Il y a des gens, quelquefois, ils sentent que ça lâche d'un coup. Je te retiens. On fait juste une petite pause là. Là, on est dans d'autres mécanismes de suggestion. Bon, je vous ai refait le truc de tout à l'heure. Est-ce que tu vas plus attirer vers la droite ou vers la gauche? Ben, vous avez vu, le truc, c'est qu'à chaque fois, en fait, elle fait les deux. Je ne sais pas si ça se voit, ça. Mais moi, je le sens, je suis en contact. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les deux. Parce qu'elle est obligée de se poser la question. Et donc, le corps, il y a des petits micro-mouvements. Puis, en effet, ça allait un peu plus vers la gauche. Quand on se pose la question, on ressent ce qui se passe dans le corps. Je lui demande de ne pas le faire plus vite. Cette suggestion-là n'a pas eu beaucoup d'effet. Il y a des gens qui sont très réactifs à la négation, d'autres non. Donc, par exemple, toi, tu étais un peu plus réactif à la négation. Toi, peut-être un petit peu moins. On n'a pas tous les mêmes formes de réaction aux suggestions. C'est pour ça qu'on a toute une palette de suggestions.
Parce qu'il y a toujours des gens qui vont préférer un type de suggestion plutôt qu'un autre. Parfois, tout fonctionne. Parfois, il y a juste un ou deux types de suggestions qui fonctionnent très bien, et puis les autres un peu moins bien. Donc, tout l'art en hypnose, c'est de balancer quelques petits tests de suggestions, l'air de rien. Comme ça, on repère celles qui passent bien. Puis après, on ne fait que ce qui passe bien pour la personne. Donc, c'est un petit côté sur mesure. Et quand on fait ça, ben, on gagne énormément de temps. Il y a souvent les hypnotiseurs, si vous les regardez travailler, les 2 premières minutes, en fait, c'est pas très important ce qu'ils disent. Ils font juste des tests. Par exemple, là même pendant que je suis en train de vous parler, je continue à faire des petits tests. Autre forme de, autre forme de suggestion, il y en a une qui est assez jolie. Alors, cela, je vous l'explique parce que c'est de mes préférés, je le fais tout le temps. Puis une fois que je vous l'ai expliqué, vous allez peut-être l'entendre. C'est qu'en fait, je cache des phrases dans les phrases. Alors, je vous donne un exemple. On va prendre la phrase, une phrase assez basique. Rentre en transe, par exemple. Bon, ce serait une demande directe de dire à quelqu'un rentre en transe maintenant. Ce serait un peu bizarre de demander ça à quelqu'un, non? C'est comme le dormez, quoi, grosso modo. C'est une phrase un peu plus élaborée, mais c'est comme dormez, je le veux, ou un truc comme ça. Bon, quand on dit à quelqu'un dormez, il ne va pas dormir. Ou il y a très peu de chances pour que ça arrive. Alors qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait cacher la phrase dans une autre phrase. Par exemple, à ton avis, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans l'état d'hypnose? Je viens de le dire quand même, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres? Et si vous le remarquez, je vais même l'appuyer un peu plus. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils rentrent dans l'état d'hypnose sans savoir qu'ils sont en train de plonger dans l'état d'hypnose. On n'a pas toujours conscience qu'on plonge dans un état particulier. C'est comme les gens qui sont tellement concentrés sur quelque chose, qui sont absorbés dans quelque chose, ils n'ont pas forcément conscience d'être tellement absorbés dans quelque chose que leur corps commence à pencher tout seul. Et du coup, vous voyez, là, j'exagère un peu parce que je viens de vous l'expliquer. Donc, je balance plein de petites commandes, entre guillemets, cachées comme ça, et ça commence à créer quelque chose. Il se peut même qu'à un moment donné, sans lui demander de pencher en arrière, elle commence à pencher en arrière toute seule. Comme ça, par exemple. Donc c'est vraiment juste de la suggestion. On va activer l'imagination simplement avec des mots comme ça qui vont revenir. Alors on va le faire encore un peu différemment. Je te demande de refermer les yeux. J'aimerais que tu ne cherches pas à retrouver toutes les sensations du corps qui va vers l'arrière tout de suite. Pour être vraiment concentré sur la manière dont elle s'amplifie. Et au moment où elle s'amplifie, je ne sais pas si tu vas ressentir que tes bras commencent à être plus légers d'un coup. Ça serait étonnant qu'un bras se lève plus vite que l'autre, n'est-ce pas? On pourrait même se demander qu'est-ce qui fait qu'un bras pourrait se lever beaucoup plus vite que l'autre alors qu'il n'est pas forcément plus léger que celui qui se lève moins vite. Mais si le sol commence à sembler un peu moins droit, ça va vraiment donner l'impression d'une forme d'ivresse, n'est-ce pas? Ça peut être très agréable de sentir que le sol est un peu moins droit et que les bras se lèvent. C'est comme si le corps reposait à peine sur le sol. Ça peut presque donner l'impression que le corps est si léger qu'il pourrait décoller. Et à ton avis, est-ce que le bras droit va aller un peu plus vers la droite que le bras gauche qui va un peu plus vers la gauche? Oui. Alors j'aimerais que tu ne cherches pas à comprendre comment cette légèreté grandit encore plus quand ça devient plus spontané. Et au moment où ça commence, toi tu sais que c'est déjà en train de s'amplifier. Et on commence à voir des phénomènes. Et à nouveau, on habitue la personne à rentrer dans l'hypnose. On peut même faire quelque chose qui est vraiment intéressant quand on fait des séances, c'est qu'on va volontairement faire ressortir la personne quand elle trouve que c'est bien, histoire de créer de la frustration. Alors pareil, je vous l'explique un peu, mais qu'est-ce qui se passe après? La personne elle a encore plus envie d'y aller. Tu peux ressortir un peu comme ça, et souvent les gens vont « Oh, j'étais bien ». Juste un petit peu, au moment où je vais reprendre ton bras, tu vas y retourner encore plus rapidement. Comme ça. Parfois on est tellement bien dans cet état qu'on voudrait rester, mais si le bras redescend, c'est comme si tu ressortais un peu de cet état. Et c'est un peu frustrant. Mais si le bras remonte, l'état d'hypnose s'amplifie très vite, et de plus en plus vite à chaque fois. Et comme ça, on habitue quelqu'un à rentrer, à sortir, à rentrer. On le fait tout doucement comme ça. Ça devient super agréable en fait de rentrer dans cet état, de ressortir. C'est comme si on pouvait prendre un bain d'hypnose à chaque fois et ressortir. Alors au bout d'un moment, normalement en séance, les gens font « Mais j'étais bien, pourquoi vous me faites ressortir ?» C'est chouette parce que 10 minutes avant, quelquefois, ils avaient peur de rentrer dans l'état d'hypnose. Donc quand ils disent ça, on a vraiment inversé le truc. Parfois, c'est juste au bord comme ça. Et ça repart. Alors au bout d'un moment, on connaît le chemin pour aller dans l'état d'hypnose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'arrivé là, un petit peu comme tout à l'heure, on peut commencer à suggérer des choses intéressantes. J'aimerais que tu me dises, par exemple, est-ce qu'il y a une capacité que tu aimerais bien particulièrement activer dans ta vie en ce moment? Quelque chose qui serait utile, qui te ferait du bien.
La clarté d'esprit. La clarté d'esprit. Alors je ne sais pas ce que tu mets derrière ces mots, mais sans doute qu'ils ont un sens très précis pour toi. Et j'aimerais qu'à un niveau inconscient, tu te connectes au moment dans ta vie où tu as eu le plus de clarté d'esprit. C'est comme si tu remontais dans le temps pour aller dans des souvenirs dans lesquels il y a vraiment cette clarté dont tu parles. Et au moment où tu plonges dans ces moments de clarté, tu retrouves toutes les sensations qui sont liées à cette clarté d'esprit. Et quand tout ce que tu appelles clarté d'esprit sera là comme reconnecté à toi, le corps va être encore plus attiré vers l'arrière. Très bien, comme ça, super. Alors maintenant, tout ce que tu appelles clarté d'esprit va commencer à s'installer à l'intérieur de toi. C'est comme si ces sensations, elles devenaient non seulement très présentes, mais qu'une part de toi se préparait à les faire continuer pendant les jours qui suivent. Et peut-être que ça va durer même toute la semaine, une très grande clarté d'esprit pendant toute cette semaine. Et quand cette partie inconsciente de toi sera d'accord pour garder la clarté d'esprit pendant toute cette semaine au moins, le corps va être à nouveau fortement attiré vers l'arrière. Très bien, comme ça. Super. Mais ce qui est encore plus génial, c'est que ton corps est en train d'apprendre à déclencher un état d'esprit. Et là, on le fait pour la clarté, mais tu pourrais très bien le faire pour plein d'autres choses par la suite. Tu pourrais très bien avoir la capacité ensuite à retourner dans ce genre d'expérience pour activer une ressource dont tu as besoin. Tu y arriveras très facilement, parce que tu viens de faire ce trajet une première fois et que ce sera tout à fait possible de le retrouver. Tu auras juste à te concentrer sur ce que tu veux, à rentrer dans cet état pour retrouver toutes les sensations qui y sont liées, et à demander à ta part inconsciente de bien ancrer ce que tu recherches. Et que ce soit de la concentration, de la créativité, peut-être même un état de sommeil si un jour tu as besoin de dormir assez rapidement, eh bien tu pourras activer cette ressource très facilement. Et ça peut être une excellente façon d'apprivoiser un état d'auto-hypnose. Je vais demander une dernière chose à ta part inconsciente, c'est d'enregistrer cette séance pour que tu puisses la réutiliser par toi-même. Au fur et à mesure que les bras vont redescendre, tu vas revenir vers ton état ordinaire. Et tout ce qui s'est passé dans cette séance, ça reste à l'intérieur de toi très accessible. Et ça sera très facile de le retrouver. Comment ça va? C'est génial. C'est génial. Je te remets un siège. Bah, c'est ce que je me dis aussi. Ah, Ouais. J'en suis pas lassé, tu vois, en des années et des années. Non, c'est vrai que c'est chouette quand même, non? Ah oui. Oui. Oui, C'est comment là dans ton esprit? oui, ça commence, oui. Oui, Ça commence? Oui. Comment t'as C'est un vécu petit ça? peu serré là, mais ça va. Ah ouais, j'ai vu très très bien. Très très bien. Ah ouais, je trouve ça merveilleux. Eh bien écoute, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Oui, Merci à toi. merci. On Pour peut ma l'applaudir. première hypnose. C'est un plaisir. Ah, c'est marrant, non? Oui, il y a un côté un peu magique. Mais encore une fois, là, l'idée, c'est à la fois de vous montrer qu'il peut y avoir un truc un peu étonnant, et qu'en même temps, tout ça se fait avec déjà juste des mots, ce qui est quand même assez particulier. Enfin, je dirais juste de la communication, parce que c'est un peu plus que des mots. Évidemment, il y a plein de petites choses qui vont jouer. Il y a le fait de créer un climat rassurant avec quelqu'un, qui est évidemment important. Merci beaucoup. Donc il y a la relation qui est importante aussi en hypnose. Ça passe au-delà des mots, ça passe par le contact, ça passe par une sorte de synchronisation avec l'autre, ou des outils un petit peu comme ça. Il y a aussi évidemment les questions de rythme, pas seulement de mots, mais c'est un peu comme la musique. Il y a le rythme, il y a la sonorité, il y a le timbre, enfin il y a plein de paramètres. On pourrait dire qu'il y a 7 ou 8 paramètres en musique, et ben, il y a à peu près pareil en hypnose, il y a plusieurs éléments qui vont jouer. Et aussi l'adaptation, parce qu'en fait on va tout doucement s'adapter à quelqu'un. Alors sur une séquence comme ça, il n'y a pas beaucoup d'adaptation, parce qu'en fait on passe 10 minutes ensemble, j'ai pas le temps de bien te connaître. Mais si on passait quelques séances, comme dans un vrai accompagnement, et bien à chaque séance, je commence à mieux connaître la personne. Ce qu'elle aime moins, ce avec quoi elle est à l'aise, ce avec quoi elle est moins à l'aise, donc je vais à l'essentiel. Et puis j'apprends aussi un petit peu les endroits en thérapie qui seraient des résistances pour la personne. Des endroits avec lesquels elle est un peu en difficulté, des questions qu'elle se pose, des peurs aussi. Et on va jouer avec tout ça, on va créer quelque chose dans un accompagnement. Alors là, je suis moins dans la partie accompagnement ce soir, mais je vais vers ça aussi dans ce moment-là pour vous expliquer que tout ça est lié par la suite. Parce que rentrer en hypnose, c'est une chose, mais quand on rentre en hypnose avec l'idée de travailler sur quelque chose, ça rajoute quelques paramètres. En fait, l'hypnose sans objet, comme on le fait là, est un peu plus facile que l'hypnose d'accompagnement.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop d'enjeux. Il y a l'enjeu de rentrer en hypnose, mais il n'est pas très important, l'enjeu de rentrer en hypnose. Quand quelqu'un, par contre, vient avec un enjeu qui est très important, rentrer en hypnose n'est pas que rentrer en hypnose, c'est rentrer en hypnose pour quelquefois se confronter à des zones d'ombre, c'est quelquefois se confronter à des questions qui sont difficiles, c'est quelquefois se confronter à des possibilités de changement, à des renoncements ou à des choses comme ça. Donc l'enjeu devient plus important. Et parce que l'enjeu devient plus important, la capacité à rentrer dans l'état d'hypnose, elle doit être, elle n'est pas exactement la même. Par exemple, le niveau de confiance est encore plus important. On va encore moins rentrer en hypnose avec quelqu'un si on n'est pas très bien et qu'on travaille sur une question importante pour nous. Donc imaginons, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a vécu des situations un peu traumatisantes. Parfois peut être un sujet d'hypnose en spectacle, par exemple, assez à l'aise, mais en hypnose thérapeutique, quelquefois non, parce qu'il sait qu'il va travailler sur un truc où il y a vraiment de la douleur derrière. Et du coup, se laisser aller veut dire aller quelquefois éveiller des émotions assez difficiles. Donc la situation va beaucoup jouer aussi. Et inversement, il y a des personnes qui sont pas du tout à l'aise dans une hypnose un peu plus ludique, mais qui, parce que tout d'un coup, ça va leur parler d'eux, ça va aller en connexion avec leur être intérieur, et bien là, tout d'un coup, ils vont y aller beaucoup plus facilement parce que ça a du sens. Donc ça va dépendre de nos paramètres personnels. Alors pour continuer un petit peu, j'aimerais bien qu'on explore quelque chose qui est peut-être un tout petit peu plus émotionnel. Et j'aimerais vous reproposer un test collectif. Ça vous tente? Je vais vous demander un truc très simple. Vous allez penser à une très belle émotion. Ça peut être de l'amour, par exemple. Vous voyez, pensez à quelqu'un que vous aimez. Ça peut être, je ne sais pas, de la joie. Ça peut être un des beaux moments de votre vie. Ça peut être du désir. Ça peut être ce que vous voulez. Pensez à une belle émotion. Quelque chose qui vous fait du bien. Et au moment où vous y pensez, j'aimerais juste que vous la localisiez dans votre corps. Et avec l'une de vos mains, j'aimerais juste que vous puissiez me montrer à peu près la région du corps dans laquelle cette émotion semble apparaître. On peut tous faire ça? Alors, sans surprise, c'est plutôt par là. Il y a des gens pour qui c'est plutôt au niveau du ventre, de l'estomac. La poitrine semble être quand même ce qui revient le plus dans ce que je vois. Il y en a pour qui c'est la gorge. Il y en a pour qui c'est au niveau du visage, ok. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est en dehors du corps? Ok, personne n'est complètement dissocié, ça va. Ça peut, hein, quelquefois les gens disent « Oh, je me sens joyeux, mais c'est par là. » Bon, souvent, il y a moins d'émotions, hein, quand même, quand c'est un peu en dehors du corps, comme ça. Alors, c'est une question toute bête, mais c'est vrai que nos émotions, elles sont localisées. On n'a pas toujours conscience qu'elles sont localisées. Maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose. Concentrez-vous sur cette sensation. Vous pouvez laisser la main là où elle est, si ça vous aide. Et je vais vous demander de légèrement la bouger dans votre corps. C'est-à-dire, pour ceux pour qui elle est assez haute, descendez-la de peut-être 20-30 cm. Et inversement, pour ceux pour qui elle est assez basse, remontez-la. Vous faites bouger une sensation interne. Je vous laisse quelques instants. Je ne vous ai pas donné d'indication sur comment faire, mais ce que j'aimerais savoir, c'est qui y arrive à bouger cette sensation interne. Levez la main. Tous ceux qui y parviennent. Ok, c'est bien déjà. Alors il y a des choses qui vont aider à faire ça. Déjà, on peut se demander, est-ce que vraiment je vais juste imaginer quelque chose? Est-ce que je vais m'imaginer prendre cette sensation et la bouger? Il y a des gens que ça va aider. Il y a des gens qui doivent se le demander pour que ça marche. Il y a des personnes qui doivent créer une sorte de métaphore, comme si la sensation était attirée vers le bas ou attirée vers le haut, aimantée ou quelque chose comme ça. En cherchant un peu, vous allez sans doute trouver un moyen, en tout cas, de bouger la sensation. C'est un truc qu'on arrive assez facilement à faire, mais c'est un exercice qui est intéressant parce qu'il nous amène à co-créer avec notre imagination, quelque part. Et c'est une aptitude qui est super importante. Ça fait partie des choses qu'on devrait tous apprendre à l'école, c'était co-créer avec notre imagination. Parce qu'en fait, nos émotions, ce sont des assemblages dont on n'a pas conscience. Ce qu'on appelle, je ne sais pas moi, stress, angoisse, bonheur, je ne sais pas, peur, colère, surprise. Enfin, toutes ces émotions, il y a un truc en vous qui a décidé d'une sorte de recette qui correspond à cette émotion. Par exemple, quelqu'un pour qui la joie, c'est plutôt là, ça sera très souvent là, quasiment tout le temps là. Quelqu'un pour qui la joie, c'est plutôt là, ça sera quasiment tout le temps là. C'est un code que votre cerveau a créé. Je pourrais vous demander la couleur de cette émotion. Ce serait un peu compliqué parce qu'il faudrait que tout le monde me donne la sienne, mais imaginons quelqu'un, et vous pouvez vous poser la question, de quelle couleur est cette émotion? Quelqu'un qui dit « moi c'est rouge », ça sera quasiment toujours rouge. L'émotion de la joie, si elle est là, elle est rouge, elle sera toujours là et rouge. Et si l'émotion de la joie, elle est là, elle est jaune, elle sera toujours là et jaune, quasiment. C'est un code que votre cerveau a créé. Et on n'a pas conscience de ce code-là. Mais tant qu'on n'en a pas conscience, on ne peut rien faire avec. Si par contre on commence à jouer avec ce code, eh bien en fait on interagit avec notre fonctionnement inconscient. Alors pour illustrer ça, là je vous ai parlé d'une émotion que vous aimiez, mais
j'aimerais que vous puissiez penser peut-être à une émotion qui est peut-être un peu moins agréable. Ça peut être un stress, une peur ou quelque chose comme ça. Et j'aimerais savoir si quelqu'un ressent ça là tout de suite, peut-être une émotion même un peu forte, et aimerait qu'on puisse travailler un peu dessus. Je veux bien qu'il se lève là tout de suite. C'est quoi comme émotion? Je suis un peu Comment? nerveux. D'accord. Ok. Là en ce moment tout de suite? Ou de manière générale? Un peu des deux. Un peu des deux, d'accord. Est-ce qu'il y a un objet particulier à ça? Est-ce qu'il y a un déclencheur particulier? Ah oui. D'accord. Tu peux me dire ce que c'est ce déclencheur? Là, c'était la route pour venir ici. La route pour venir ici, d'accord. C'est assez courant ce genre de déclencheur? Ça dépend. Ça dépend des embouteillages? Ok, en tout cas, quand il y a ce genre de choses, ça peut te stresser assez fortement? En tout cas, en ce moment, En- aujourd'hui, Là, quand il pense, tu le ressens bien en tout cas. Mhm. C'est où dans le corps? tout est là. Moi. Tout est là, super. Là, quand tu as pris la bonne émotion et que tu l'as fait bouger, c'était comment? C'était bien. C'était bien? Ok. Bah écoute, viens, on va tester un petit peu ton émotion. Je te demande d'aller signer la décharge. Ne rentre pas en hypnose avant de revenir. Après, on entend les suggestions. C'est marrant parce qu'une fois, je me suis amusé à dire ça comme ça, c'était un peu pour la boutade. J'ai dit à quelqu'un, voilà, ne rentre pas en hypnose avant de t'installer là. Et je voyais qu'au fur et à mesure que la personne marchait, elle a pris à plein la suggestion. Du coup, c'était assez chouette. Vous savez que souvent, les gens s'imaginent des choses sur l'hypnose. Et parfois, la plus grande des suggestions, c'est ça, hein, c'est ce que les gens s'imaginent sur l'hypnose. Je sais pas, il y a des professionnels sans doute ici dans la salle aussi de l'hypnose ou de disciplines approchantes, et vous l'avez sans doute déjà vécu, c'est les gens qui déjà dans la salle d'attente sont à moitié en transe. En gros, ils se disent, bon, comment la personne, elle va me mettre en hypnose, qu'est-ce que je vais ressentir? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais sentir des choses bizarres? Et à force de se poser la question, ils se le créent à moitié. Quelquefois, on ouvre la porte, et bonjour, la personne fait... Il faut presque la réveiller avant de faire quelque chose. Et ce qui est drôle, c'est que les gens ne s'imaginent pas que c'est eux. Donc, je me rappelle d'une personne comme ça qui me dit, mais vous avez mis quoi dans la salle d'attente? Du coup, elle m'a donné l'idée de mettre des choses dans la salle d'attente. Quelques jours après, j'avais imprimé une petite feuille avec les conseils pour bien préparer la séance, qui était sur la petite table comme ça. Donc, c'était marqué, voilà, ne pensez pas trop aux sensations que vous allez avoir quand vous allez rentrer en transe. Laissez-vous les découvrir après. Enfin, il y avait des phrases comme ça. Et du coup, les gens qui les lisaient étaient comme ça. Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va bien? Tu es bien équipé? Tout va bien. Ouais. Depuis toujours. Depuis toujours? Ça, c'est parfait. Donc, tu disais, hein, c'est une émotion de stress, hein, c'est ça? Stress et colère. Stress et colère, Ensemble. d'accord. Et c'est par là? Ici, ouais. Ok, d'accord. Alors, ce qu'on va faire va aller un peu vite. C'est ok pour toi? Si tu avais plus ces sensations-là, ça serait grave ou pas? Ah, du tout. D'accord. Au pire, tu pourrais les retrouver, hein. C'est-à-dire que au pire, si dans quelques jours tu dis non, mais là vraiment ça me manque. Moi j'aimais le stress, j'aimais la colère. C'est comme les gens qui partent vivre à la campagne et qui quittent Paris et puis qui disent au bout d'un mois ou deux, non mais quand même, ça manque un peu d'embouteillage, de gens qui s'engueulent. Les gens dans les bars sont sympas, non c'est terrible, ça me manque un petit peu de. Mais c'est vrai que parfois on a des émotions comme ça et puis quand elles partent, on ne sait pas très bien. C'est à quelle couleur cette émotion-là? Tu dirais quoi? Tu devais la dessiner si je te disais tiens dessine-moi ton émotion. Je dirais que c'est gris. C'est gris. Ouais. Ok. Une boule un peu grise. Ouais. Une boule un peu grise? D'accord. Je précise un petit peu ça, on discute un petit peu là, mais quand on demande aux gens de quelle couleur sont leurs émotions, les émotions pas très agréables en général sont grises, noires ou rouges, la plupart du temps. Ouais, voilà, dans des couleurs un peu comme ça. C'est rare qu'une personne dise j'ai vraiment une émotion vert clair, très désagréable. C'est assez rare. Par contre, les émotions plutôt... la joie, par exemple, c'est souvent bleu, jaune, vert ou des choses comme ça. On a des codes, en fait, je pense, hein, tout simplement. C'est rare qu'une personne dise j'ai une joie grise. Je suis joyeux, moi, c'est gris. C'est rare, en fait. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont un peu universelles, je pense. On a des couleurs à qui on attribue des fonctions. On attribue des émotions, sans doute, à des couleurs. Oui, la colère est rarement, je ne sais pas, moi, bleue, par exemple. Vous imaginez une colère bleue? Bon, ce serait plutôt rouge pour la plupart des gens, orange par exemple, des couleurs assez vives. Donc c'est des petits codes un petit peu comme ça, sans doute qui sont culturels, hein. J'imagine que dans d'autres pays peut-être que ça peut être différent, mais en tout cas beaucoup de gens les partagent dans notre culture, ces choses-là. J'aimerais que tu me dises, quand tu te concentres dessus, on dit souvent que les émotions sont en mouvement, j'aimerais que tu me dises si ça tourne plutôt comme ça ou plutôt comme ça. Ça
tourne pas. Ça tourne pas? Ça a quel genre de mouvement Ça bat. Ça bat, ok, d'accord. C'est souvent l'un ou l'autre. Il y a tous les mouvements plutôt de rotation, les mouvements type oscillation, pulsation, des choses comme ça. Ça bat, est-ce que tu as l'impression que ça... À quel rythme ça bat? Tu peux me dire un peu? Ah, c'est rapide. C'est rapide, c'est un battement rapide. Mhm. Ok, comme si tu avais un deuxième cœur là, par exemple, qui battait? En fait, c'est le cœur qui bat. Très En fait, vite. c'est le cœur qui bat, d'accord. Et si tu te concentres plutôt sur la sensation qui est liée à la colère et au stress, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui te vient quand tu penses à ça? Bah, les gens qui... Ok. Donc ça crée des mouvements comme ça? Ouais. C'est un peu comme les battements, ce mouvement-là? Ouais. Ok. Alors on va faire une expérience, j'aimerais que tu prennes cette sensation et que tu la mettes juste devant toi. Mhm. Comme si tu la voyais là. Donc elle est grise, c'est une boule grise. Ça fait quoi de l'avoir devant toi? Ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Je vais l'écarter un peu maintenant. Mhm. Imagine que cette sensation, elle est là maintenant. Mhm. Ça fait quoi de la mettre là? Et c'est mieux. C'est mieux? Mhm. Souvent, ça fait ça quand on la met. Je peux te la lancer? Hop! Si Karim tient l'émotion, ça fait quoi? Et c'est mieux. C'est mieux? Tu peux la passer à... J'ai plus ton prénom. Sophie. Ok. Ça va dans la main? C'est pas... C'est comment? C'est lourd. C'est lourd, oui. Ok. Ça fait quoi qu'elle l'ait là-bas? Ça me va très bien. Ok. Dans ton Je corps, peux la garder d'ailleurs. tu me la renvoies? Hop, elle est là. Alors c'est un entraînement d'imagination aussi, hein, ça. Imaginons par exemple que on la fasse grandir. Je souffle dedans. Talent de comédien incroyable. Hein, j'ai fait le cours Florent, c'était vraiment très important dans ma vie. Ça fait quoi quand il y a une grosse sensation grise comme ça? Si je l'approche un peu. Non, Ouais, ça va. ok, d'accord. Bon. Bruitage aussi, je fais doubleur. Hop, et on prend une petite sensation comme ça. Mhm. Mais imaginons qu'on change la couleur et qu'elle devienne jaune. Ça fait quoi? Là, pour l'instant... Pour l'instant, rien. Non. Et imaginons donc que je la lance très loin là-bas. Hop, comme ça. Et puis, peut-être même qu'elle est... Ok. Comment tu te sens là? Ah, ça va. Imagine, tu es dans les embouteillages, tu as un trajet, etc. Tu te sens comment? Ça va. Ça va? Eh ben écoute, J'ai merci. nulle part où aller, donc... C'est vrai? Ouais. Bah, écoute, thérapie terminée. Merci beaucoup. Voilà. Écoute, oui, pour l'instant, c'est... c'est bon. Merci à toi. Bon, c'est un petit jeu comme ça, mais ce qui est amusant, c'est de retourner vraiment sur cette idée de l'imagination. C'est plus pour vous expliquer certaines choses qu'on vient de faire ça. Je vous disais tout à l'heure, c'est un truc qui devrait être enseigné, se réapproprier le fonctionnement des émotions. On dit souvent qu'une émotion, il y a deux choses. Soit elle est plus utile, soit il faudrait la transformer. En fait, il y a les deux cas de figure qui vont arriver. Une émotion qui est plus utile, on devrait pouvoir la décharger quelque part. Une émotion, normalement, c'est une charge, et puis après, ça se décharge. Un stress, par exemple, le stress, c'est bien, hein, c'est notre capacité d'adaptation, le stress, donc c'est plutôt bien. Parfois, il y a des gens qui disent « je veux plus de stress », ça serait terrible, en fait. Vous savez, par exemple, que si la température monte ou descend, ça stresse votre corps pour qu'il s'adapte. C'est ça, le stress, en fait. Si vous avez faim, ça stresse votre corps pour qu'il vous donne l'impulsion d'aller manger quelque chose, et ainsi de suite. Je dis ça à ce temps-là, peut-être que n'importe qui, ça commence à creuser un petit peu. Donc, en fait, le stress est une très très bonne chose. Mais normalement, il monte, puis une fois qu'on l'a entendu, il descend. On y répond. Et puis ça descend. Et c'est vrai de toutes les émotions. La colère, ça monte pour qu'on puisse réagir, par exemple se défendre en cas de danger. Et puis après, c'est censé redescendre. Premier problème, c'est que l'être humain, il a tendance à stocker ses émotions, il a tendance à pas trop les décharger. Vous savez qu'il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus. Alors peut-être pour ceux qui s'intéressent un petit peu à tout ce qui est travaillé sur les émotions, voire les traumatismes. En fait, on a remarqué que la censure sociale fait que l'être humain a tendance à ne pas vouloir montrer ses émotions, ni à lui ni aux autres en fait. Hein. Et du coup, à les réfréner, ce qui fait que ça empêche la décharge des émotions. Les gens, ils stockent comme ça pas mal d'émotions. Les animaux, après tous sauf nous, après une grosse émotion, ils tremblent par exemple. Ils vont décharger l'émotion. Il semble que ça soit un mécanisme. Alors il y a des techniques aujourd'hui de travail sur les traumatismes. On fait trembler les gens volontairement pour qu'ils déchargent les émotions, pour recréer un petit peu ce mécanisme naturel. Ça semble fonctionner. En fait, tout ça pour dire qu'on laisse les émotions venir. De toute façon, on n'a pas le choix, elles viennent. Notre corps ne nous demande pas l'autorisation pour nous faire ressentir une émotion, il le fait. Par contre, nous, quelquefois, on empêche la fin du cycle de l'émotion. Et du coup, on garde les émotions en nous. Et une des choses qu'on peut faire, c'est interagir avec. C'est-à-dire déjà prendre conscience de ce qui se passe. Tiens, j'ai une émotion agréable, elle est où? Elle a quelle couleur? Elle a quelle forme? Elle a quel mouvement? Est-ce qu'elle tourne? Est-ce qu'elle pulse? Etc. Est-ce qu'il y a même du son qui est lié à ça?
Puis on va s'approprier comme ça nos émotions. Mais si on commence à changer un paramètre ou deux, ben, l'émotion va changer de nature parce que ce ne sera plus le même code pour notre cerveau. Alors là, on a fait un truc qui était tout bête et qui marche quasiment tout le temps. C'est je prends une émotion et je la mets et je la sors. Ben, du coup, je la sens quasiment plus. En fait, elle devient extérieure à moi. Et le code pour le cerveau, pour quasiment tout le monde, hein, on a tous des exceptions, mais pour quasiment tout le monde, c'est que si l'émotion n'est pas dans mon corps, le signal, en gros, dit ben, ça ne sert à rien de la ressentir puisqu'elle n'est pas là. Il y a des gens qui sont doués pour ça, ils mettent toutes leurs émotions à l'extérieur. C'est pas toujours bien. Hein. Mais dans le cas d'une émotion qui a plus besoin d'être là, par exemple, je suis stressé parce que sur la route, il s'est passé quelque chose, mais là maintenant je suis là, ça ne me sert plus à rien d'être stressé, je suis passé à autre chose, bah, cette émotion, on peut l'enlever parce qu'elle a joué son rôle, elle a servi de message. Mais le message n'a plus besoin d'être là. Dans certains cas, quand une émotion, on la sort, mais qu'elle est encore utile, eh ben, on peut la transformer et la réintégrer une fois transformée. Alors là, je posais la question de la changer de couleur. Et peut-être qu'on aurait pu faire ça si ça avait été une émotion à garder. On aurait pu changer sa couleur, son rythme, des choses comme ça, et la réassocier dans le corps. Et souvent, elle serait de nature différente. Elle pourrait être tout d'un coup plus apaisante, plus harmonieuse, etc. Et on peut apprendre à jouer avec ces émotions comme ça. Je pense à une fois, il y a une personne qui était venue se former ici, qui est toujours, je dis qui était non, je crois qu'elle est toujours prof. Je n'ai pas non plus de nouvelles fraîches, mais et elle racontait qu'elle avait appris comme ça à tous les élèves de sa classe, quand ils avaient du stress avant un examen, à mettre le stress à la poubelle. Donc elle passait avec sa poubelle, comme ça, elle disait, mettez votre stress à la poubelle. C'est très joli, non? Très belle métaphore, on apprend ça à des enfants très tôt. Ils disent, bah, tiens, je me sens stressé. Bon, bah, poubelle. Je ne sais pas s'il faut qu'ils fassent ça avec tout leur stress, mais en tout cas, avant un examen, c'est pas une mauvaise idée quand même. Ça permet d'enlever l'excès peut-être d'anxiété qui est présent. C'est un super service à rendre à quelqu'un, ça, non? À lui apprendre à faire ça. Parce que là, on le fait comme ça. On le fait en 2-3 minutes, mais on peut le faire seul aussi, une fois qu'on a compris le truc. Puis si on le fait 3-4 fois, on va beaucoup plus vite. Puis si on le fait un peu tous les jours en se disant, tiens, alors vous imaginez la personne qui se lève le matin et qui fait, bon, émotion, qu'est-ce que je veux comme émotion aujourd'hui? La sérénité. La sérénité, c'est bleu, on va y mettre une petite musique dedans, on va y mettre, et puis une fois qu'on a vu, et je digère la suggestion, et je prends l'émotion. Ça serait chouette, non? On pourrait s'amuser à faire des trucs comme ça. On va faire encore une petite démonstration. Est-ce que quelqu'un a une autre émotion sur laquelle on pourrait travailler? Un truc un peu désagréable comme ça? Oui? Ça serait quoi, toi? La peur. La peur. Tu as peur de quoi exactement? De tout, je crois. De tout? Plus de me lancer quand c'est des projets. Tu as un projet en ce moment et il y a une peur? Ouais. Ah, génial, on va travailler dessus alors. Bah viens, Plaisir. que ce soit concret. Ouais. Ah, il faut juste que tu ailles mettre le petit micro. C'est un rituel, mais la plupart des gens rentrent en hypnose pendant qu'ils le font. Même si tu ne m'entends pas, tu peux le faire. Bon, c'est l'idée d'illustrer un petit peu tout ça. On va revenir un peu, là, dans cette démonstration sur la question de la suggestion. On va mélanger un petit peu tout ça. Puis on va aller aussi un petit peu vers l'émotion. On reste sur des choses très simples ce soir, mais ce que j'aimerais vraiment, c'est vous montrer comment après tout ça s'agence de manière assez naturelle. Dans une séance d'hypnose, peut-être à la différence de ce qu'on fait là, on va discuter avec les gens assez longtemps quand même. Peut-être qu'on va passer une demi-heure, 3/4 d'heure, voire plus, quelquefois, à juste discuter avec eux. À leur poser des questions sur leur fonctionnement, sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils se disent, parfois sur leur passé, sur leur histoire, quelquefois sur leurs croyances, leur vision du monde, quelquefois sur leur but motivationnel, qu'est-ce qui se passe en eux, qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qui les repousse, leurs contradictions, leur polarité. En fait, on a, quand on fait de l'hypnose, plusieurs grilles de lecture, on va dire, c'est-à-dire des cartes un petit peu de ce qu'on va rechercher. Et puis les premières questions permettent de commencer à s'orienter plutôt dans une direction qu'une autre, quelquefois. Repérer des tendances chez quelqu'un, par exemple. Et puis une fois qu'on commence à voir ces enjeux-là, on va commencer à se poser la question, qu'est-ce que je fais avec cette personne? Et on va construire ce qu'on va appeler un plan d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va accompagner la personne sur peut-être quelques séances. Ça va dépendre du type de demande. Est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il y en a plusieurs, est-ce qu'elles sont simples, est-ce qu'elles sont complexes? Et la question, du coup, c'est qu'est-ce que je fais à la première séance? Qu'est-ce que je prévois de faire à la deuxième, même si ça peut évoluer avec le temps? Et ainsi de suite. Donc ce plan d'accompagnement, souvent il nous laisse le temps de développer des choses. On va se poser des questions. Est-ce que je commence par exemple dès la première séance par cibler un point précis pour que la personne soit encouragée en se disant oh, ça a commencé à changer? Ou est-ce qu'on s'attaque tout de suite à un gros truc, quitte à ce qu'on sache très bien qu'on n'en fera pas le tour à la première séance, mais comme ça la personne elle a commencé à travailler sur un truc de fond qui est très important? Il y a plein de stratégies qui sont possibles. En tout cas, ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup de questions une première séance. Contrairement à ce qu'on fait là, où on va directement faire des exercices pratiques et très simples. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment tu t'appelles? Jamila. Jamila. Comment Là, tu te j'ai sens? peur. C'est vrai, t'as peur? Un peu. On sait jamais, Je suis mal t'imagines? à l'aise, mais il fallait que je le fasse. Au pire, il se passe quoi? Bon.
Il faudra juste que tu casses pas les caméras en partant. Donc tout va bien alors. Oui, ça va. D'accord, c'est un peu gros comme Ok. suggestion, mais... tout à l'heure, tu sais, au tout début de cette soirée, j'ai fait un petit exercice collectif où je proposais de regarder sa main et de la laisser bouger. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, à ce moment-là? Bon, je réagis facilement. D'accord, tu as senti que ta main bougeait? Oui. C'était celle-là qui bougeait? Je me rappelle plus. Tu t'en rappelles plus? Non. J'aimerais que tu poses tes deux mains comme ça. Et juste que tu me dises, à ton avis, laquelle est déjà un peu plus en hypnose que la deuxième? La droite. La droite. Cette droite-là. Hein. J'aimerais que tu te Ouais. concentres sur cette droite-là sans remarquer que celle-là commence à bouger aussi. Alors, je parlais des techniques de suggestion tout à l'heure. Tu sais, quelquefois, même si on entend ce qui se passe quand on est vraiment attentif, il y a une sensation différente qui arrive. Et là, surtout quand la respiration change. Je ne sais pas si tu as remarqué ça déjà. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience que ça a commencé. Mais il y a plein de raisons d'être connecté à la manière dont ça se passe. Surtout quand ça s'amplifie. Et d'un coup, la main se lève. Et je me demande à quel moment l'autre va le remarquer. Et puis tu m'as parlé d'une peur. Alors j'aimerais que cette main aille vers la partie de ton corps qui ressent la peur. Un peu comme quand tout à l'heure j'ai demandé à tout le monde volontairement de toucher la partie du corps qui ressentait quelque chose. Là, c'est comme si toi tu laissais la main aller toute seule vers l'endroit où siègent tes peurs. Alors tu vas pouvoir fermer les yeux et tu vas commencer à rentrer un peu plus loin dans cette expérience. La respiration devient plus profonde. Et à chaque respiration, tu vas avoir l'impression de te connecter de plus en plus à la manière dont tu rentres dans cette expérience hypnotique. La respiration devient encore un peu plus profonde, comme si tu prenais des grandes inspirations et des grandes expirations. Et tu es de plus en plus connecté à ton corps. Et tu prends des grandes expirations et des grandes expirations. Comme ça. Et à chaque expiration, tu vas avoir l'impression de descendre un peu plus loin dans cette expérience. Et à chaque inspiration, de ressentir que ça commence à bouger un petit peu, à osciller un petit peu. Les sensations deviennent différentes. Il y a comme un effet d'entraînement qui commence à se créer. Comme si rentrer dans cet état, c'était presque danser avec une partie inconsciente de toi. Commencer à jouer avec tes perceptions, commencer à réagir différemment, à t'ouvrir à toi. Et j'aimerais bien de plus en plus parler à ta partie inconsciente, celle qui gère tes émotions. Quand elle sera présente, la tête va se mettre à pencher vers l'avant. Et je saurai à ce moment-là que ta part inconsciente est complètement présente et à l'écoute. Comme ça. Très bien. Notre part inconsciente, c'est celle qui gère nos émotions et nos réactions. Alors en m'adressant à cette part de toi, j'aimerais m'adresser à ce qui en toi a créé cette peur. Et il y a sans doute une vraie intention derrière cette peur, comme derrière chaque émotion. Cette peur a sans doute un besoin et un but. Peut-être qu'elle protège, peut-être qu'elle aide, peut-être qu'elle est censée faire prendre conscience de quelque chose. Ça peut être encore d'autres choses même. Mais j'aimerais que ta part inconsciente se souvienne de l'intention de cette peur, de son but. Et quand ça sera le cas, la tête va encore plus pencher vers l'avant. C'est comme remonter à son origine, à son intention. Très bien. Mais c'est très important de pouvoir se reconnecter à la première intention d'une émotion. Parfois même, en se rappelant de cette intention, on peut sentir que cette part de nous a tenté de faire au mieux avec ce qu'elle avait. Que notre part inconsciente produit rarement des choses par hasard. Maintenant, j'aimerais que cette part de toi commence à se demander, est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de gérer cette situation que la peur? Et quelles seraient même toutes les manières de gérer d'autres situations que la peur?
c'est comme si tout d'un coup ta créativité, ta réflexion se déployait dans plein de directions. Parce que chaque personne aurait sans doute réagi et géré différemment. Chaque personne aurait sans doute créé d'autres comportements que le tien. Il peut y avoir des hypothèses bien moins agréables que ce que tu as créé, et puis des hypothèses beaucoup plus intéressantes aussi. Ce ne sont que des hypothèses, que des possibilités. Mais c'est comme si tu imaginais plein de possibilités de réaction. Et à un niveau inconscient, ces possibilités deviennent, pour certaines, plus intéressantes que d'autres, plus utiles, plus constructives que d'autres. Et j'aimerais que cette part de toi puisse se demander, à partir de là, par quoi la peur pourrait être remplacée de manière très intéressante. Quelque chose de si intéressant que la peur n'aura plus aucun intérêt à côté de ce que tu es en train de créer. Quand cette part de toi aura imaginé ça, il y aura comme un soulagement. Et la tête va encore plus pencher vers l'avant. Ce sera un soulagement parce que ça voudra dire que quelque chose en toi est capable de transformer ta réaction. Super, très bien. Et c'est une très bonne chose que cette part de toi puisse aussi facilement créer tout ça. Et sans doute que ça te fait mesurer à quel point tu as des ressources pour aller dans cette direction. Alors maintenant, puisque c'est là, j'aimerais savoir si cette part de toi est d'accord pour enlever la peur et mettre ce qu'elle a créé à la place. Pour commencer à changer à l'intérieur de toi cette réaction. Mettre en place ce qu'elle a créé afin que tu puisses ressentir dans ton corps à quel point c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus agréable à vivre et beaucoup plus aidant aussi pour la suite. C'est comme une vérification, vérifier que tout ça correspond exactement à celle que tu es, à celle que tu veux être. Et dès que c'est le cas, ça va créer un état extrêmement agréable. Quelque chose de tellement bon à l'intérieur que tu vas avoir la sensation d'un apaisement profond. La sensation de découvrir qu'il y a d'autres réactions que la peur et sans doute que ce travail pourra continuer bien après ce moment qu'on passe ensemble, pour que tu puisses continuer à évoluer sur ces questions. Quand la nouvelle façon de réagir aura remplacé la peur, la main va retomber. Tout le corps se relâche. Quelque chose d'extrêmement paisible commence à se créer. Et une sensation de bien-être intense remonte jusqu'au visage, se répand dans les épaules et dans les bras. Ça donne la sensation de flotter, d'être attiré dans quelque chose de très très bon à vivre, un soulagement, un bien-être, une sensation de respiration différente, comme si dans le corps les choses circulaient d'une manière nouvelle. Et remonter jusqu'au présent, remonter vers cet instant qu'on partage. Comment ça va? Ça va, Ça va? super bien. Ça n'a pas l'air là, mais ça va super bien. Oh, il y a des émotions qui passent quelquefois. Ouais. Qu'est-ce qui t'a traversé justement? Et sincèrement, tout a été sensation, je ne pourrais pas mettre de mots. C'est parfait, c'est les sensations qui sont importantes. Désagréable et très agréable d'un coup. Oui. Et je ne pourrais même pas vous dire... Ce qui s'est passé? non. Tu sentais que ton corps réagissait en tout cas? Oui. Oui. Est-ce que quelquefois, parce que c'est vrai que quand on fait une expérience comme ça, les réactions sont très inconscientes, donc on les sent, puis il y a des émotions, comme tu dis, qui traversent. Est-ce que toi, tu as une idée, par exemple, tu sais, quand je t'ai demandé de te connecter à l'intention de cette peur, est-ce qu'il y a des choses qui te sont venues, ou est-ce que c'était du pur ressenti aussi à ce moment-là? Ouais, il y a Des choses qui sont venues? Ouais. Je ne demande pas de les partager, hein, ça peut être très Ouais. personnel. Mais ok, c'est intéressant aussi. Mhm. Tu sais, là, on fait une sorte de mini-séance. Souvent, quand on fait un travail comme ça, on explore après les origines des émotions et tout ça. Si un jour tu as envie de faire ce travail, peut-être que tu pourras le continuer, soit avec quelqu'un, soit par toi-même, mais c'est intéressant quelquefois d'aller creuser ça. Mais ce qui est surtout le plus intéressant, là, c'est de te demander qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu ressens maintenant, c'est-à-dire un nouvel état d'esprit.
Parce que tu me parlais d'un projet, je crois, avant de venir. C'était Oui, quoi? oui, j'ai fait la formation d'hypno, D'accord, ok. mais complètement différemment de la vôtre. Donc, mais bon, je me sens pas. Enfin, le syndrome est un peu le syndrome de l'imposteur. Ah, d'accord. Voilà. Et c'était ça qui causait la peur tout à l'heure? J'ai peur Ah non, non, pas du tout. D'accord. Je sais pas si c'est l'origine. En tout cas, vraiment, j'ai vu une image d'une peur que j'ai vécue. D'accord, ok. Après, je sais pas si c'est l'origine. Mais Comment tu te l'origine, sens, je toi, pense par que rapport à j'y ça, suis allée. justement? Là, maintenant? Bon, bien. Bien? Après, j'ai hâte de voir enfin, le résultat. Est-ce que là, dans les prochains jours, tu vas avoir des manières de voir comment ça s'est transformé, ces émotions-là? J'espère. Ouais? Mhm. Bon. Bah, écoute, je te souhaite de vivre des belles choses avec ça. Ok, bah, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à toi. Tu es parti avec le micro. Ah non, mais moi, j'oubliais tout. En plus. Bon, là on était sur une séance un tout petit peu plus complète. On va en parler quelques minutes. On revient sur les techniques un petit peu de suggestion du début. Là j'ai ajouté quelque chose. C'était le fait, vous l'avez peut-être remarqué, peut-être pas consciemment, je ne sais pas, ça dépend si vous avez fait attention à ça, mais il y a tout un passage où ce que je disais n'avait pas beaucoup de sens. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui, il y en a qui l'ont remarqué. Dire qu'il y avait quelques phrases qui voulaient absolument rien dire. Comme si c'était simplement des phrases comme ça qui tombaient. Alors, je ne sais plus exactement ce que je disais du coup, parce que ça n'avait pas forcément beaucoup de sens. Mais ce qui est intéressant, dès qu'on repère quelqu'un qui peut être un petit peu dans l'émotion, et donc souvent l'émotion amène beaucoup de pensées, ça va être de déstructurer un petit peu le mécanisme de la pensée. Et c'est pour ça qu'on va utiliser ce qu'on appelle des techniques un petit peu de confusion, des phrases auxquelles on ne peut pas s'accrocher parce qu'elles n'ont pas beaucoup de sens. Donc je vous fais un exemple, hein, c'est comme si je disais à quelqu'un, voilà, essaie de ressentir ta main quand tu n'y penses pas et de la manière dont ça fonctionne. Bon, ça ne veut rien dire cette phrase-là, vous voyez. Puis la personne, du coup, elle essaie de comprendre ce qui se passe. Et ça perturbe le cycle des pensées. Et dès qu'on s'aperçoit que les pensées commencent à être un peu perturbées, ben, on remet des suggestions un peu plus directes quelquefois. Et ça permet d'entrer très très vite dans les expériences hypnotiques. Alors évidemment, là je vous le dis, mais si un jour vous allez voir quelqu'un qui fait de l'hypnose et qui vous fait de la confusion, non, vous n'êtes pas censé vous en apercevoir, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Mais il y a justement, on se dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Et du coup, on prend un temps de retard sur ce que la personne dit, parce qu'on est encore sur la phrase d'avant. Et ce temps de retard, en fait, on va l'utiliser. C'est pour ça qu'en hypnose, les questions de timing sont très importantes. Si je prenais un schéma, notre état de conscience, il est toujours un peu en train de fluctuer. On se rend compte. On est attentif, pas attentif, une pensée traverse, ça fluctue en fait, tout ça. Et nous, ce qu'on va faire quand on fait de l'hypnose, c'est qu'on va créer des petits décrochages de la conscience, avec des techniques comme la confusion. Et dès qu'il y a un petit décrochage, ben c'est comme si on appuyait un peu dessus avec la suggestion, comme si on renforçait un petit peu ce décrochage. Donc souvent, normalement, ça ferait ça. Ouais, ça c'est normal. Quand on fait de l'hypnose, ben, on fait en sorte que tout d'un coup, ça décroche un peu plus. Et si au moment où ça décroche un peu plus, on appuie avec une suggestion, ben, ça part. Et si on fait ça 3-4 fois d'affilée, eh ben, on a quelqu'un qui commence à vraiment changer d'état de conscience. Ce qui est intéressant avec ce genre de suggestion, c'est que c'est assez indétectable pour quelqu'un qui ne connaît pas l'hypnose. On peut regarder une séance sans à aucun moment imaginer que c'est ça qui est en train de se passer. Mais pourtant, c'est ce genre de techniques qui font que justement, on arrive à contourner un petit peu les endroits où, même quand quelqu'un, par exemple, a peur de lâcher prise, ben, on va se servir de ça pour contourner ce genre de peur, pour que la personne se rende accessible quand même à l'expérience, sans être un peu figée dans le j'ai peur de me laisser aller, j'ai peur de ne pas contrôler ou des choses comme ça. On va essayer de contourner un petit peu l'endroit où il y a des résistances. Évidemment, ça doit se faire de manière très douce. Et quelquefois, quand il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup de peur, ben même quand on fait ça, elles partent un peu, elles reviennent. Ça peut arriver, ça aurait pu arriver là, ça aurait pu arriver dans d'autres moments. Et ça fait parfois des petits allers-retours comme ça. Et les gens ont parfois besoin de tester. Ils rentrent un peu en hypnose, dès que la main elle bouge, par exemple, ils reviennent. Et ça leur permet aussi de vérifier qu'en fait, ils n'ont pas perdu le contrôle. S'ils veulent, ils peuvent revenir. Ça les rassure beaucoup. Et c'est très important quand on fait de l'hypnose d'autoriser les gens à faire ce genre de choses. Donc parfois, il y en a qui font ça 2-3 fois. Puis une fois qu'ils ont vu que ça ne nous embêtait pas et qu'ils peuvent le faire, ben, ils se laissent aller. En gros, c'est OK, j'ai le droit quelquefois d'interrompre, super. J'ai le droit de sortir de la séance, super. Mais maintenant que je sais que j'ai le droit, j'y vais. Et les gens les plus résistants, entre guillemets, ont vraiment parfois besoin de passer par là pour vérifier qu'en fait, on ne cherche pas à les forcer, par exemple. C'est vraiment, c'est très important en hypnose, c'est vraiment ces questions de consentement, quelque part, en hypnose. C'est qu'on doit montrer à la personne qu'à tout moment, elle peut dire non, qu'à tout moment, on peut arrêter, qu'à tout moment, elle peut dire ça, je ne peux pas y aller. Et en fait, étrangement, plus les gens savent qu'ils peuvent dire non, bah plus ils ont envie d'aller loin dans l'expérience. Parce qu'en fait, c'est beaucoup moins dangereux d'un coup.
Je parlais de Milton Erickson, il avait une suggestion que je trouvais assez habile comme ça. Il disait parfois aux gens, quand ils savaient qu'ils avaient vécu des vies vraiment très très difficiles, il disait, vous savez, à tout moment, vous pouvez ne pas dire quelque chose, même si vous pensez qu'il faudrait me le dire, vous pouvez le garder pour vous. Et le simple fait de dire ça à la personne fait que souvent elle se dit, bon, allez ça je le dis aussi, ça va être utile. Bah, allez, ça aussi. Puis finalement, les gens finissent par dire tout ce qui est vraiment utile pour la thérapie, mais d'autant qu'on les a autorisés à le faire. Si on leur avait dit, voilà, c'est important de me dire tout, qu'on soit vraiment... Bon voilà, ça les bloquerait parce que tout d'un coup, il y a un enjeu qui devient beaucoup trop fort. Donc c'est là aussi que les mêmes types de suggestions qu'on a vues sont aussi intéressantes, pas seulement pour la mise en hypnose, mais aussi pour le cadre d'accompagnement. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire pour que les gens puissent s'autoriser à vivre au mieux, finalement, toute la période d'accompagnement. Voilà. On va bientôt s'arrêter là. Bah, j'espère que vous avez passé une bonne soirée déjà. Super. Oui. Il y a eu quelques petites démonstrations comme ça. Là, j'étais plus sur des choses un petit peu techniques. J'espère que pour certains, ça a éclairé un petit peu sur les mécanismes de l'hypnose. Je vous disais ça au début, hein, il y a quelque chose qui est à la fois très... Ah, une punaise. Eh ben, Ah, bah, s'il y a une phobie des punaises, on peut faire une séance. Elle est toute petite quand même. Toute petite. Moi, elle a peur de tout. Je surveillais parce que parfois, il y a des gens qui retournent en transe tout seuls. On ne sait jamais. Ça va? Tu tiens tes mains comme ça, alors je ne sais pas si c'est pour pas qu'elles décollent, mais... en tout cas, voilà, pour terminer un petit peu cette soirée, plusieurs petites informations que je voulais vous donner. Bah déjà, il y a quasiment à chaque fois, en tout cas, un extrait des cabinets publics qui est sur notre chaîne YouTube après. Puis n'hésitez pas à partager si vous avez aimé cette soirée, si vous voulez faire découvrir l'hypnose. Il y a ces événements quasiment tous les 15 jours ici, à peu près, hein, en moyenne. Et c'est vraiment l'idée de faire découvrir et puis de proposer pas mal d'éclairage sur la pratique, à chaque fois dans des directions différentes. Pour les gens qui aiment bien comprendre un peu mieux encore, aller un peu plus loin, mais du côté scientifique, on a aussi pas mal de cours sur notre chaîne YouTube qu'on appelle Hypnologie. Et en ce moment, il y a un cycle qui a commencé avec, il y aura une douzaine de vidéos sur la question des croyances, comment ça fonctionne une croyance, c'est quoi l'état de la recherche sur la question des croyances aujourd'hui. Pas les croyances religieuses, hein, mais l'idée qu'en fait, notre vision du monde agit sur nous, quelque part. Comment notre vision à la fois nous enferme et nous libère, en quelque sorte. Mais vous allez trouver aussi plein d'autres cours pour ceux que ça intéresse, notamment par exemple sur la question des états de conscience, sur la question du corps en hypnose, sur la question de la ritualisation par exemple. Il y a plein de thématiques comme ça qui ont été traitées, où à chaque fois on essaie de faire l'état des recherches sur un sujet. Il y a même aussi quelque chose sur la suggestion, puisque j'en ai un peu parlé ce soir. C'est quoi une suggestion? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on sait de ça? C'est quoi la suggestibilité? Est-ce que ça se renforce? Est-ce que ça se travaille? C'est toutes les questions en fait, qui sont présentées dans ces domaines-là. Et puis souvent les dernières hypothèses aussi de travail sur ces questions-là. Donc voilà, ça peut être assez passionnant, à chaque fois c'est très sourcé pour ceux qui aiment bien aller un peu plus loin. Et puis dernière chose, pour les gens qui aimeraient bien découvrir l'auto-hypnose, puisque c'est une pratique qui peut être quelquefois très belle, j'ai un tout petit peu suggéré tout à l'heure quand on était ensemble, eh bien vous avez une plateforme qui s'appelle Psychonautes, que je vous invite à regarder. C'est une plateforme où il y a plein de cours d'hypnose et d'auto-hypnose, enfin pas des cours, plutôt des séances d'hypnose et d'auto-hypnose, et ça peut permettre voilà, de vivre plein d'expériences, de s'amuser, de se faire du bien. Donc c'est soit psychonautes.org, soit sur l'application, vous pouvez la télécharger sur smartphone, et il y a beaucoup de contenu. Donc voilà, si vous aimez l'hypnose, ça peut être une mine d'or d'exploration et de jeu. Et puis pour le reste, j'ai plus qu'à vous souhaiter de retrouver un état de conscience complètement ordinaire, ou de garder celui que vous aimez le plus pour la fin de la soirée. Et puis je vous dis à bientôt peut-être pour d'autres expériences. Merci à vous.